Donc ça nous mène un petit peu à la discussion un petit peu suivante. Là, tous les deux, vous avez tous les deux, vous jouiez très défensif. Moi, j'ai une question simple. Il est possible de jouer offensif avec les Sundar ou est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'une fois que les points d'action sont tombés, qu'on a fait les actions offensives, ben, du coup, on se fait tuer en contre trop facilement? Alors, Est-ce que c'est possible de jouer offensif en Sundar ou pas? moi, mon avis, c'est possible, hein. Il y a des listes qui marchent en offensif, mais il faut penser la liste comme ça. Le souci, c'est qu'on en revient au même, en fait, la faction est faite pour, comme disait Marc, jouer plutôt en réaction et forcer l'adversaire à faire des mouvements, comme on disait par exemple avec le grenadier. Tu disais, bah oui, il y a tellement de dégâts de zone que l'adversaire va être obligé de se disperser. Mais rien que Exact. ça rentabilise, tu forces l'adversaire à jouer de telle manière, donc tu pousses l'adversaire à jouer d'une façon ou d'une autre. Et le problème par rapport à l'offensif, c'est que la plupart des profils sont fragiles, hein. Voilà. Petite constitution, petite armure, voire pas d'armure du tout très souvent, et très peu de points de vie. Donc, on a besoin de garder, c'est l'une des factions qui a le plus besoin de garder de points d'action pour se défendre, à 2-3 exceptions près, un type les colosses, la monture, Sam la glace et tout. Et puis, il y en a 2-3 hein, qui peuvent encore se permettre, mais la plupart des autres, ils peuvent pas. Donc, on a besoin de garder beaucoup de points d'action, enfin, relativement beaucoup de points d'action pour se défendre, parce que sinon, ça tombe trop vite, hein. Je vais prendre le cas, un grenadier, il a 20 points de vie, une consigne de 3, s'il a plus de points d'action, t'envoies n'importe qui dessus ou tu lui tires dessus avec n'importe qui, en 2 ou 3 attaques ou 3-4 tirs, il est mort. Un Euh, journalier chien le tue, stat, tout seul. voilà. Le loup de mer, le loup de mer 1, c'est pareil, il a 18 points de vie. Enfin, 18 points de vie, il suffit. Et moi, je connais sans parler même de Colosse, hein, mais je connais certaines figurines, en faisant un critique, elles le one-shot. Parce qu'il n'y a pas d'armure, parce qu'il n'y a rien pour encaisser, et que 18 points de vie, c'est 6 points de plus qu'un pingouin. Ouais, je suis d'accord. Et ça a quasiment la même capacité défensive. Donc, jouer très agressif, c'est possible, mais avec des figurines qui sont faites pour ou avec des équipements qui sont faits pour. Par exemple, on peut jouer offensif avec certaines, par exemple le roi Kong, typiquement, hein, Voilà. lui, J'allais citer celui-là, moi, tu vois, j'allais il joue citer celui-là. très, très offensif, quoi. Ouais, parce qu'il a Virunga, il a un profil de colosse assez habituel, de mmh, grosses stats offensives, une petite potion d'éther pour sauver un tour ou des trucs comme ça. voilà. On vient piétiner et alors j'avais fait une liste complètement idiote où j'avais joué le roi Kong et la monture, parce que les 2 ont une règle spéciale, si je dis pas de conneries, quand ils piétinent, les dégâts secondaires sont égales aux premiers dégâts Oui, c'est ça. C'est le Bigfoot. et du coup, en jouant les 2, je voulais faire des doubles piétinements tous les certains tours pour Avec Bubalus, ouais. écrabouiller tout. Voilà, je voulais genre C'est parce que c'est la bon, même chose, Bubalus. Mais globalement, je pense que la faction n'est pas pensée comme ça, hein. Tu me dis si je ouais. me trompe, parce que quand on regarde la plupart des profils, c'est souvent des capacités d'entraide défensif, hein. Big Pongo, on en a beaucoup parlé, je vais pas revenir dessus. Les Mathurins, c'est pareil, c'est purement défensif. Le Grolier, on n'en a pas parlé, mais globalement, le Grolier, c'est sa capacité s'active uniquement quand il se fait attaquer, hein. Il a un bonus sur les contres. Les augures, le soigneur augure, bah, c'est une capacité défensive. Sagis et Virunga, globalement, enfin Sagis, la plupart des sorts, c'est souvent des sorts défensifs. Donc on va dire que pour le joueur, s'il veut choisir sa faction, s'il a plutôt tendance à vouloir foncer dans le tas, attaquer, agresser, mener le rythme, c'est pas trop la faction pour ça. Après, je sais pas ce qu'en pense Marc, mais moi c'est comme ça que je la vois. C'est plus une faction qui va réagir à l'adversaire, qui va avancer prudemment et qui va essayer de forcer l'adversaire à faire certains mouvements, à faire certains choix pour pouvoir ensuite réagir et lui exploser la tête à la moindre erreur, quoi. Ouais, Marc, c'est qu'est-ce que tout tu en à fait penses un ça. petit peu? Ouais, Mmh. C'est tout à fait ça. Moi, par contre, je vois vraiment pas une seule liste qui pourrait être vraiment rentre dedans. Parce que quand on les compare à ne serait-ce que les Kintor, les Orenok ou les Thuléens, eux, ils sont vraiment faits pour rentrer dans le corps à corps Mmh. et tu prends un pisteur thuléen contre un loup de mer, il y a aucune chance pour l'autre loup de mer, quoi. Ah oui, en 1 contre 1, c'est Si difficile, quoi. c'est le thuléen qui commence, tu dis au revoir au loup de mer, quoi. Bah, s'il y a plus de PA. Mmh. Ouais, j'entends bien. C'est pour ça que j'ai autant de mal à voir cette faction. Moi, je suis un joueur qui a besoin d'attaquer. J'adore attaquer dans tous les jeux de figurines. Dès qu'on me Bah, donne une faction défensive, je suis en mode ah, il faut pas que j'attaque, mais comment tu joues alors? Il bah, faut attendre. Ah. voilà.
moi, je suis un joueur extrêmement défensif, extrêmement réactif. Donc moi, ça me convient parfaitement. La seule figurine que je vois vraiment quasiment obligatoire dans une faction, si on veut faire un thème offensif, on va dire, c'est Sam Laglace. Pas forcément sur Vubalus, parce que justement, Sam Laglace va compenser un peu avec son cri primal qui permet de rajouter 2 au jet de dégâts. Ouais. Oui, C'est exact. l'un des seuls bonus offensifs de la faction. Hors les relances, ouais, qui peuvent Hors les relances. s'appliquer Mais sur les relances, les aléatoires. encore une fois, les relances, moi je sais pas comment Marc les joue, mais moi les relances, je les joue extrêmement défensivement. Sauf imaginons, sur le mec en face, il a plus que 8 points de vie, je fais une baffe à 1 des 10 dégâts, à +1, bon, je vais peut-être essayer de relancer le jet de dégâts pour pouvoir achever la figurine, par exemple, quoi. Ou Ouais, je un comprends. truc comme ça. Mais sinon, c'est souvent, je vais relancer un jet défensif, une esquive, un jet de ceinturage, ou ce genre de choses. Donc du coup, ouais, je suis assez d'accord sur cette analyse aussi de Sam, sur le fait que c'est une des rares figurines assez offensives de la faction et tout, hein. Donc on est sur une faction qui doit contrôler un peu l'offensive adverse, doit gagner du temps, qui va poker, et étrangement, c'est la faction avec le plus de dégâts aléatoires et la faction avec le plus de scénarios garantis. Vous voyez ce que je veux dire? La Oui, plupart des factions du jeu ont un scénario plutôt aléatoire et des dégâts garantis. C'est-à-dire moi je fais 4 dégâts, moi j'en fais 5, moi j'en fais 6. Moi je suis un gros, je tape à 8. Eux, c'est tout le temps des 5 plus machin, des 10 plus truc, ouais, d'accord. Du coup, en fait, c'est dur de tabler, comme on disait, pour faire des maths, de dire de toute façon, moi, en 4 attaques, je tue cette figurine. Non, parce qu'il y a trop d'aléatoires pour ça. Même si je vais l'optimiser, c'est une relance, ça peut se foirer, mais ça peut très bien marcher aussi. Ou au contraire, ça peut créer des choses absurdes où on va réussir à faire 2 fois 10 dégâts à la queue leu, c'est merveilleux. Mais là où on va être très solide, c'est sur les scénarios ou quoi, parce que les stats et les mouvements nous permettent d'avoir beaucoup de points d'action pour les faire, et on a des génériques qui les font sur du 2+, quoi. Donc c'est assez extraordinaire. C'est mmh, vrai que c'est une vision de faction qui est à contre-courant de pas mal d'autres factions du jeu. mais ça va plutôt bien avec leur style parce que justement, Ouais, c'est c'est un ça. style je défends, j'encaisse l'attaque et pendant que le mec il s'achine à essayer de me tuer mes briscards et cetera, j'essaye d'encaisser pour limiter la casse pendant les premiers tours et pendant ce temps-là, je vais aller faire les objectifs et comme il faut le rappeler, hein, briscard, ça reste un jeu à objectif, je peux me faire Oui, table raser ma bande. Si à la fin du tour, j'ai plus de points d'objectif que l'adversaire, j'ai gagné. oui, Non. Et oui. là-dessus, les Sundar sont très forts parce que comme tu le dis, il y a certains gros briscards nommés, hein, qui ont des bonnes stats, hein, la plupart des nommés, hein, Sam Laglace, Big Pongo, mais il y en a aussi d'autres. L'autre, comment il s'appelle, L'orang-outan à pied, le Major Abelli qui a ouais, qui a 5 partout, quoi, par exemple. Ils ont exact, des ouais, aussi. stats générales, ils sont très forts pour faire les objectifs, mais les petits, les petits, les non nommés, ils sont très forts pour faire certains objectifs. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire de constituer sa bande. Parce que comme tu le disais, hein, le loup de mer 1 avec sa hache, il est très fort pour crocheter, il est très fort pour casser pour détruire un objet, hein. Par contre, un Mathurin avec son 5 de dextérité et je crois qu'il a 3 ou 4 de mental si je me trompe pas, hein. Il a 3. Il a 3, donc ça lui fait 8 en dextérité mentale. Tous les tests de compréhension de mécanisme, non, c'est pas celui-là, il y en a d'autres où il faut faire dextérité mentale. Il est pas mauvais. Enfin, Ouais, et il y en a d'autres comme ça, en fait, qui ont des bonnes combinaisons pour certains objectifs. À ça, tu rajoutes effectivement les persos comme White If qui permettent de relancer un jet, ou les sorciers qui pour moi sont quasiment obligatoires dans la plupart des factions, au moins à 500 points, hein, que ça soit Sagis, Augure ou Big Pongo, qui permettent de rajouter des relances. Ça permet de fiabiliser les jets d'objectifs qui nous permettent, en tant que joueurs Sundar, de vraiment jouer l'objectif beaucoup plus facilement que d'autres factions. Parce que très souvent, les autres factions, bah, quand tu joues du nombre, comme avec des pingouins, et cetera, bah, souvent tu as des caractéristiques de merde, hein. Je prends les ouais. pingouins, mais souvent les Orénos qui ont souvent 2, 3, 4, voire 5 dodgers, mais pour faire les objectifs, ils sont complètement pourris, donc ils Ah peuvent oui, pas oui, trop faire les. boosté. Même avec 2 dés, c'est compliqué de réussir un G à 12. Ouais, ouais, bien sûr. Je sais. Les autres factions comme les Kinter, bah, généralement coûtent quand même beaucoup plus cher. Ils encaissent, ils sont très forts offensivement, mais comme ils ont moins d'activation, toute activation qu'ils vont faire, tous les points d'action qu'ils vont utiliser pour faire les objectifs, ils vont pas les avoir pour pouvoir taper.
et leur objectif, souvent, c'est quand même de taper en premier lieu. Alors qu'au contraire, les Sundar sont fragiles, sont faibles, mais même les plus petits profils ont 8 points d'action, quoi. Enfin, Ouais. le grenadier qui a 7 points d'action, c'est l'un des rares qui a que 7 points d'action. Le Oui. Mathurin qui vaut 45 points, il a 9 points d'action. Ouais, c'est ça, ouais, le Mathurin à Et 9 il a points un d'action. mouvement de 5. Donc, typiquement, moi, j'ai déjà mon Mathurin, il a déjà traversé la table, il a été faire un objectif, il a couru, il est revenu dans l'autre sens, quoi, en un tour. Ouais, c'est assez fou ça. Donc, c'est des possibilités qui sont assez phénoménales sur le contrôle d'objectifs et la gestion d'objectifs. Et ils ont, il faut quand même le rappeler, pas mal d'unités qui ont de la longe. Hein, on a beaucoup parlé de Big Pongo, mais il y a le Major Abelli qui a la longe naturelle. Il y a un Groslier qui a la longe. Il y a Sam Laglace qui a la longe aussi. R2. Le loup de mer 2. Le loup de mer 2, et puis ils ont des tireurs qui sont soit font des dégâts de zone, soit qui ont une portée quand même plus que notable. Hein. La Tulip qui a aussi une sorte de pseudo dégâts de zone à portée plutôt pas mal, et Bogdan qui tape très fort et de loin. C'est des figurines qui sont boudées parce que je pense que la figurine en fait est assez ancienne et donc elle est peu jouée, Ouais, mais les- Bogdan il est particulièrement efficace au tir, quoi. Donc on a des moyens de repousser l'adversaire, d'aller l'embêter et d'aller l'empêcher d'aller contrôler les objectifs, là où nous, on peut aller sur les objectifs, les tenir. En mode défensif, on va tenir la position, et pendant ce temps-là, il y a les petits qui vont soit aller emmerder l'adversaire, soit aller faire les objectifs. Et jouer purement l'objectif en Sundar, même si à la fin tu te fais table rasée, c'est tout à fait jouable. Moi, j'ai déjà gagné des parties, à la fin, j'avais plus de filles sur la table. Et ça m'est arrivé régulièrement. Sauf que le mec, il lui a fallu 4-5 tours pour aller me buter mes figurines. Il a dû tout claquer dessus. Et moi, entre-temps, bah, j'ai été ouvrir ses coffres, j'allais faire compréhension de mécanisme, crocheter, j'ai été détruire un coffre, aller récupérer son truc, récupérer les gemmes. Et à la fin, j'avais gagné. Et de toute façon, au bout de 3 tours, il s'est rendu compte qu'il avait perdu le scénario. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, même un 3 caisses qui s'arrête le tour où tu as tout cassé, si le mec réussit pas à surenchérir sur le scénario à ce moment-là, c'est déjà perdu pour lui. Donc c'est Mmh. vrai qu'il pourrait imaginer que s'il commence à faire des mêlées, il commence à te faire du mal et tout, et que toi tu joues les mêlées pour te «sauver» entre guillemets, pour gagner du temps, et qu'en fin de tour tu balances 3 figurines faire une caisse chacun, c'est vrai que tu peux boucler le scénario très, très, très rapidement. Le mec tout d'un coup il faut qu'il s'enfuit, il retourne défendre ses caisses, il faut qu'il casse tes caisses, mais il est engagé et c'est déjà trop tard, quoi. Voilà. Donc Et c'est vrai qu'on imagine ce genre de choses. mmh, D'ailleurs, je mmh. vais enchaîner juste avec ça. Sur les 10 scénarios, lesquels sont les plus durs et les plus simples pour vous, pour la faction? Marc, je te laisse donner ton avis en premier. Moi, j'ai déjà mon Pour petit avis. moi, c'est le bateau fantôme. Le plus dur ou le plus facile? Alors, le bateau fantôme, il me semble que c'est ça, hein, c'est celui-là avec les tonneaux qui bougent partout et qu'on n'a pas les mouvements gratuits. Non, c'est Tempête. le bateau fantôme, c'est avec les sirènes, c'est explosion. La tempête ou un truc comme ça, non? Celui Ouais, où avec les tonneaux qui se baladent de partout, ouais, c'est la tempête. Où il y a un tonnelet au milieu de 9 zones. Donc pour ça, moi, c'est le bateau avec les tonneaux le plus dur, parce que Ouais, tu c'est peux la pas tempête. gérer ton mouvement, la tempête. Mmh. Parce que comme tu as besoin de te mettre en position, avoir tes maturins, avoir tes trucs à porter, si tu bouges dans tous les sens, tu peux rien faire, tu peux pas prévoir ta technique de défense, donc c'est compliqué. Ouais. Et et puis après, pour le plus on a dit qu'ils étaient forts en scénario et qu'au corps à corps, ils avaient beaucoup d'aléatoires et donc c'était compliqué de bien construire dessus. Du coup, Mmh. on imagine bien qu'un scénario qui dise, bah, il suffit de tuer tout le monde et les tonneaux roulent aléatoirement et plus vous êtes paquet, plus ça fait mal. Et ben là, tout d'un coup, on est en plein dans les points faibles de la faction, quoi. Oui. ouais, c'est ça. Mmh. Après, il y a l'affrontement qui est dur selon ton leader, hein. Si tu as un Big Bongo, ça va, si tu pas, si tu as un Whiteys, tu peux t'en sortir. Ça dépend combien de fois tu tombes, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et par contre, le plus facile, je trouve que c'est l'embarquement, les 3 tonneaux, quoi. Parce que tu as tes loups de mer qui ont déjà les haches d'abordage. Il suffit d'avoir joué une Mae, qui est quand même considérée comme Sundar, même si elle est mercenaire parce Mmh. elle a la règle, Tout à fait, et ouais. tu peux crocheter les 3 tonneaux en un tour. Oui. Mmh. Ouais. J'ai à peu près la même analyse. Le plus dur de très loin pour les Sundar, c'est effectivement la tempête. Parce que le souci, comme on le répète depuis le début, il faut se placer. Il faut avoir un placement, et parce que tout le monde est interdépendant.
et avec les tonneaux, puis que ça bouge dans tous les sens, on se déplace aléatoirement, les tonneaux nous sautent dans la gueule, et les tonneaux, on peut pas les défendre. Hein, on peut pas les défendre avec, par exemple, Big Pongo ou autre, donc on se les prend direct, et comme on est très fragile, la bande a tendance à pas faire long feu sur ce scénario. Et puis les collisions massacrent les Sundar à Ouais. 20 et moins. Hein. Donc on est obligé là on subit. C'est vraiment le scénario où généralement les factions que moi, enfin la bande que j'ai tendance à jouer, enfin les bandes que j'ai tendance à jouer subissent beaucoup, quoi. Moi, celui que je trouve le plus simple, c'est le bateau fantôme. Avec l'embarquement, parce que le bateau fantôme, il y en a beaucoup qui en ont peur parce que c'est des tests de morale, etc. Mais le problème, c'est que, enfin l'intérêt, c'est que nous, en tant que Sundar, on a beaucoup de compétences avec la magie, avec White Thief, etc. et avec d'autres, où on peut relancer nos jets de morale. On peut relancer nos jets, et c'est un jet de morale. Donc typiquement, sur le bateau fantôme, si j'ai Big Pongo ou Augure, parce que j'utilise des fois Augure, quoi, eh ben je balance une relance sur je claque quasiment tous mes points d'action pour balancer une relance sur chacun de mes bonhommes. Ce qui fait que j'ai une relance gratuite que je garde pour le bateau fantôme. Et les autres vont claquer des points d'action pour éviter le malus de la sirène. Et moi, je l'aurai pas. Et j'ai une question à la con là-dessus. Ouais. Est-ce que le sort de base qui permet de mettre plus ou moins 2 à un adversaire, ça fonctionne sur le bateau fantôme pour les tests de morale? Ça fonctionne. Oh putain. Ça fonctionne. et tu peux mettre plus ou moins 2 à toi aussi. Ah bah oui. C'est les sorts primals. Donc tu peux très bien prendre un mec en face, lui balancer -2 à son jet. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un sort que tous les 3 sorciers Sundar ont, parce qu'ils ont tous la bonne fortune. Donc typiquement, pour moi, c'est le scénario où on a le plus de facilité par rapport aux autres factions. Ouais, j'avoue. Après, comme on dit, voilà, là où il faut détruire des mâles, l'embarquement, par exemple, c'est plutôt à notre avantage. Et les autres, par exemple la chasse au trésor, où il y a les coffres, on se débrouille pas trop mal aussi, quoi. Ouais, celui-là, je le trouve assez facile. Enfin, facile. Mm. Il y a des gros avantages chez Sundar pour le faire correctement, on va dire. Parce que Et même un Maturin qui va faire ce scénario, du fait qu'il ait énormément de points d'action, il va tabasser la caisse voilà. suffisamment conséquente pour la casser quand même, quoi. Même avec des stats. Et puis la taverne du hareng bleu passe très bien, parce que la plupart des Sundar ayant une très bonne dextérité, le lancer étant passé en dextérité force, il lance finalement plutôt bien. Même les petits profils, hein, Maturin, 5 de dextérité, 3 de force, il lance à 8, quoi. Donc il peut très facilement lancer les objets, donc la taverne se passe pas trop mal. C'est juste qu'il faut une force pour lancer les tables, je crois. C'est le seul mal de ce truc-là. Oui, mais il faut une force de 5 et on a quand même pas mal. On a toujours au moins 1 ou 2 personnages qui a une force de 5, quoi. Que ça soit Big Pongo, enfin si on a un colosse, mais même on a souvent si on n'a pas un colosse, on a souvent un Virunga, un Major Abeli ou un Maruti qui ont une force de 5 ou plus, quoi. Ouais, ou alors à penser à mettre une bonne ville exprès pour scénario dans la réserve au cas où, quoi. Ça peut être Après, si on n'a pas de quoi lancer les tables, rien n'empêche de mettre un petit briscard sur la table, de monter sa constitution plus la force nécessaire, et là tu peux pas le lancer non plus. Ah exact, ouais. Tu peux le contrer comme ça, bon plan. Merci Marc pour le plan. Tu montes sur les tables pour empêcher de les lancer. Pas bête, pas bête. T'as ton Maturin sur la table, il prend les tabourets autour de la table et puis il les lance, et puis le mec en face, comme il lui faut une consti de 8 pour le lancer, il peut pas. Ou plus difficilement. Ouais, pas mal, pas mal. Mais d'abord, faut d'abord lancer le Maturin, quoi. Ouais, voilà, faut d'abord se débarrasser du Maturin. Mais l'image est tellement drôle du petit singe qui grimpe sur la table et frénétiquement il lance ses tabourets. Il prend les tabourets, il fait viens me chercher. La table en bois massif qui prend l'humidité depuis 70 balais dans le truc. Celle-là, on peut la porter pour 5 de force. Par contre, le petit Maturin qui est dessus, c'est non. Bah, après tout, sur la figurine, il vient avec un mât de bateau. Ça rajoute pas. Voilà. Il devrait au moins avoir une constitution de 7, quoi. Franchement. Ou alors, il a une chance quand tu le tapes que tu tapes dans le mât, tu vois. Genre... Ok, et donc du coup, dans la même logique, on a vu les scénarios où il y a plus de facilité, ceux où c'est un peu plus compliqué. Au niveau des match-up, quel en est-il des autres factions? Quelle faction vous pose problème, vous en Sundar, quand vous voyez ça, vous faites ou d'autres qui vous disent ah ça va, je peux le gérer plutôt bien. Alors je vous écoute. Marc, je te laisse commencer. Moi, j'ai aucune faction qui me gêne, tant qu'elles sont pas plus de 4 figurines de plus que moi. C'est une condition. En fait, c'est le nombre qui t'embête.
C'est ça. Moi, si à partir du moment où je joue 6 figurines, il y en a plus de 10 en face, ça va être compliqué. Sauf si j'ai vraiment sorti un Power ou un Tulip, là c'est moins gênant. Donc c'est surtout Orenok quoi qui te gêne. Mais Avec les pas tant que ça en Dodgers. fait. Même pas? Bah, en fait, même les cochons peuvent le faire, hein. Les cochons, s'ils jouent des miliciens, des pingouins ou ça peut vite monter. Il y a beaucoup de factions qui peuvent monter assez haut en figurines Ouais, actuellement. globalement, la plupart des factions. Bizarrement, le Sundar est l'une des factions qui peut le moins monter de manière efficace. Tu Parce mettrais que, 2 Mathurins, 2 mais en fait, le problème, c'est que si tu mets des mercenaires, les Mathurins, bah, leur puissance, elle est diluée, quoi, elle est moins voilà, puissante. c'est Donc ça. C'est le problème, c'est que le Mathurin, c'est l'une des rares figurines qui coûte pas trop cher dans la faction, et ça marche que sur les Sundar, si je me trompe pas. oui, c'est ça, ouais. Donc on perd certains bonus. Et le problème, c'est que la faction Sundar, comme on a expliqué, comme ça joue sur la combinaison, on a besoin souvent d'avoir au moins un ou deux gros nommés qui va apporter des bonus et qui va se faire auto-buffer par les autres, etc. Donc on a besoin d'avoir beaucoup de figurines Sundar, donc on peut beaucoup moins les piocher dans le mercenaire, par exemple, pour taper dans les petits profils. Après, on peut un petit peu, hein, mais typiquement se dire, je prends aucun nommé, ou quasiment aucun nommé Sundar, pour prendre que des petits, hein, genre Loup de mer 1, Loup de mer 2, Mathurin, et puis je vais compléter avec du Pingu, ou alors comment il s'appelle, le morse mercenaire, là. Kubilai. Ouais, Kubilai, etc. Oui, globalement, je vais avoir plein d'activations. Sauf que c'est plein d'activations qui n'auront quasiment aucune interaction les unes entre elles, parce que les Mathurins, bah, il va juste crier pour les loups de mer 1 et 2, hein, et pas pour le reste de la faction. Donc il y a la moitié de la faction qui va pas avoir le bonus, donc le Mathurin, il perd déjà en bonus, et on va avoir que des figurines extrêmement fragiles. En fait, par définition, on va commencer à payer pour les profils. Et on a vu que les profils, c'était pas la force des Sundar. La force des Voilà. Sundar, c'est les combos. Et donc, du coup, plus on va limiter des combos pour multiplier les profils, moins ça va être Moins efficace. c'est efficace. Voilà. C'est ça. On va avoir effectivement peut-être 9, 10, 11, 12 figurines, peu importe. Mais au final, si c'est pour jouer ça, autant aller dans une faction où jouer ça est rentable et efficace. Là, Et alors, plus efficace. Là, typiquement, il faut jouer une faction qui a des figurines qui sont autonomes. oui, aussi, ouais, voilà, Qui c'est ça. se gère tout seul. Typiquement, effectivement, le Kinter, généralement, il a des bonnes stats, il a une bonne armure, des bons points de vie, il est capable plus ou moins de se débrouiller tout seul. Donc tu payes le coup parce qu'il est, il est tout seul et qu'il a des bonnes stats. Tu payes pas le coup parce qu'il va apporter des bonus à d'autres figurines. Ouais, c'est moins, on va Donc dire, tu payes le bon coup, quoi. moindre. Ouais, les Alors que synergies. Sundar, tu vas payer le fait que tu vas booster d'autres figurines. Sauf que si tu payes ce surcoût et qu'à côté tu prends des figurines qui ne bénéficient pas de ce bonus, en fait, tu payes des figurines en fait plus cher qu'elles ne le sont vraiment. Ouais, j'entends bien, ouais. Et donc du coup, pour Marc, le défaut de la faction pour lui, hein, c'est le surnombre. Pour toi, du coup, Adam? Moi, c'est pas vraiment le surnom parce que mes adversaires habituels ont tendance à jouer beaucoup plus de figurines que moi, donc j'ai fini par m'adapter en jouant des figurines qui permettaient de gérer les dégâts de zone, hein. Typiquement chez Sundar, il y a Big Pongo, il y a le canon, et il y a White Thief avec les grenadiers par exemple, mais aussi le tireur, le lieutenant Tulip, qui est pas mauvais. Bon, je l'utilise peu, mais j'ai déjà essayé une fois ou deux. Mais il y a quand même moi, j'arrive à gérer. Bah, tu l'as bien vu, hein, j'ai quand même perdu lors de notre partie, mais t'as souffert, quoi. Ouais, non, La partie, globalement, j'arrive à gérer le surnombre assez efficacement. Donc, c'est pas ça qui me fait le plus peur avec mon style de jeu. Moi, c'est plutôt des factions typiques, c'est les factions de tireurs. Les factions qui vont jouer beaucoup de tireurs, qui vont jouer beaucoup de tirs à distance, notamment les bannis. Moi, j'ai du mal avec les bannis, entre leur grosse armure et le fait qu'ils aient quand même des tireurs assez violents. J'ai plus de mal. Moi, c'est la faction qui me pose le plus de soucis par pour mon la style de jeu. pour la blague, à savoir que Flint peut prendre des grenadiers. Oui, effectivement. Là, sachez-le. Non, c'est pas Flint, c'est Bogdan. Des bannis Bogdan, peuvent jouer des c'est grenadiers. Mad Dog, pardon. Mad Dog. Oui, Mad Dog. Mais c'est vrai que moi, typiquement, quand je joue contre les bannis,
soit il y a beaucoup de crabes, et chez les Sundar, il n'y a pas beaucoup de perce armure. Non, qui en a? Qui en Il y a? a Sam Laglace. Sam Laglace, il ignore l'armure. Ah oui, Voilà. d'accord. Voilà, lui, il ignore l'armure, mais Sam Laglace, moi, je le joue pas, je le joue pas. Ouais, Parce qu'il a plutôt une orientation offensive que moi qui me plaît pas forcément, quoi. Je l'ai essayé, mais voilà. Donc, moi, mon seul moyen globalement de gérer les armures, c'est la magie, hein, avec il y a corrosion, hein, dans la magie, Base. de base. Et de temps en temps, je prends, quand on est en tournoi, je prends le sort primordial de l'alchimie. Mais c'est vraiment à pis-aller. En gros, c'est j'enchante une arme d'un de mes collègues, et pendant toute la partie, il a justement, il enlève 2 à l'armure. En plus du 1 ou à la Non, place? non, à la place, au lieu d'enlever 1, attends, je vais quand même le reprendre. C'est 2 points d'action, c'est trempe de l'acier. Au contact permanent, c'est une fois par tour. Effet, l'arme de corps à corps ciblée a subi une trempe de sa lame avant le combat. Elle retranche 2 cases d'armure au lieu d'une par blessure qu'elle inflige. Très bien, Et tu d'accord. peux le faire une fois par tour. Donc, ce qui fait que si la partie dure, je finis par booster les armes de quasiment tout le monde, donc j'arrive un peu à gérer, mais c'est quand même compliqué. Et j'ai du mal à gérer un petit peu les teams full armure. Et pareil, les teams full tir, comme je disais, moi j'ai tendance à jouer groupé autour d'un Bing Pongo ou autour d'une autre de cet autre type de jeu. Si le mec en face il me lance des dégâts de zone, des sorts de zone ou un canon, ça casse un peu typiquement mon style de jeu, parce que typiquement on prend le Big Pongo avec ses 2 Maturins et son Maturin et son loup de mer par exemple derrière, il balance, il touche les 3 avec le canon. Big Pongo, comme c'est un colosse, il prend les dégâts, il peut rien faire. Donc il prend quand même les dégâts à chaque fois, et c'est souvent au minimum 1 des 10 plus 2, voire beaucoup plus, hein, si c'est un canon Kinter par exemple. Et puis le Maturin et puis le loup de mer derrière, ils perdent leur point d'action, et ils peuvent potentiellement prendre les baffes. Et puis un canon, si le canon typiquement, moi j'ai déjà eu un canon, il a critiqué, j'avais un Maturin et puis un loup de mer derrière, ils sont morts tous les deux en one shot. Ça fait mal, ça. Donc tout de suite, ça fait très mal. Les canons sont très peu utilisés parce que ça fait peur par rapport au scénario, parce qu'il y a 2 scénarios où, enfin surtout un scénario à la taverne, on n'a pas le droit, on a des malus pour faire tirer, mais un petit bonus, une petite info comme ça, on a le droit de tirer, sauf qu'à chaque fois qu'on tire, on perd des points. Sauf qu'on peut très bien tirer pour détruire les tabourets et les tables adverses. Donc certes, on prend un malus, mais si on détruit les tabourets, les tables et les bouteilles adverses, le mec il a plus rien à lancer, il a pas de point de victoire qui peut marquer. Ouais, c'est pas bête, ça aussi. Donc moi j'ai pas de souci à lâcher un canon même là-dessus. Moi je tire, hein. Le premier tour, je tire sur la table adverse. Deuxième tour, je tire sur l'autre table adverse s'il l'a pas lancé. Et le mec, il a plus de table et il perd à chaque fois généralement une table et un ou 2 tabourets. Et il a plus grand chose à lancer pendant que moi je balance tout dans la gueule. Donc c'est entre guillemets, j'allais dire un peu anti-jeu, mais c'est une façon de rentabiliser le canon. Je perds des points d'action. Mais le canon fait très très mal, surtout quand l'adversaire a beaucoup de figurines. Et du coup, il y a aussi la grotte, mais dans la grotte, ça balance un aléatoire d'effondrement, quoi. Et ça peut être donc complètement désastreux à te tomber sur la gueule, et ça peut être monstrueux si ça tombe sur la team adverse. Surtout si le défenseur a tout au centre et que nous, on est un peu déployés sur les 4 autres. On a plus de chances de se faire toucher par tir de canon que ça nous touche nous. Mais si c'est le jackpot, si ça, et ça tombe au milieu, quoi. Ouais, moi ça me gêne pas. Alors après, en tant que joueur Sundar, ça me gêne pas, parce que si ça tombe sur la gueule et que on arrive à faire l'esquive, en fait on doit déplacer les figurines qui arrivent dans un autre cadran. Et donc comme si on arrive à globalement déplacer quasiment toutes ces figurines, je peux redéplacer et repositionner ma bande en fonction des résultats. Donc pour les Sundar, ça pose pas trop de soucis de se prendre un canon là-dessus. Alors il y a les dégâts, hein, mais les dégâts, on a autant de chances de les prendre que globalement que l'adversaire. Sauf qu'en Ouais. plus, il prend un canon. Et ce qu'il faut bien penser, c'est que quand tu prends l'éboulement dans la tête, il faut faire si je me trompe pas, il faut faire un shiver. Sauf que si tu as déjà pris un boulet de canon dedans et que tu as déjà fait un shiver, tu as déjà plus de points d'action. Donc tu prends les dégâts. Donc si tu te prends un boulet de canon et qu'après, par pas de chance, tu te prends la grotte, tu réussis uniquement sur un 10.
Donc typiquement, le canon, moi je trouve que c'est limite plus une force qu'une faiblesse d'avoir un canon avec soi dans cette faction, dans ce scénario. Après, on sent que le tir, c'est pas ouf pour les Sundar de subir le tir, juste parce que bah, les compétences défensives qu'on a décrites C'est pas du mal corps à corps. sont du corps à corps. Donc du Voilà. coup, il est possible de payer des sorts ou de payer des choses pour améliorer le tir, des défenses contre le tir. Mais disons que ça demande des setups, ça demande du temps, ça demande plus de pièces d'or là-dedans. Mais c'est vrai Mm. que les Mathurins, Vic Pongo, tout ça, ça défend plus du corps à corps. Oui, Voilà. puis si l'adversaire est vraiment basé que sur du tir, tu peux pas l'obliger à se déplacer de la façon que tu veux, en fait, comme dans Voilà. un corps à Et c'est surtout ça. C'est que c'est toi qui vas subir, c'est toi qui vas être obligé de mener le tempo. Et comme on l'a dit, c'est pas une faction qui est là L'attaque. pour aller chercher l'adversaire et pour forcer l'attaque. Donc quand on a une faction défensive et que le mec il a le contre ta défense et que tu es obligé d'aller le chercher offensivement, bah en fait tu es obligé de foncer en fait dans son piège. Et comme on a des figurines très fragiles, on peut pas se permettre d'attendre. Donc là Donc, c'est compliqué. le tir est un problème. Le Mm. surnombre, si on n'a pas pris les armes anti-surnombre, il faut penser à des armes anti-surnombre dans ces constructions de liste, ou alors l'accepter. Ouais. Et comme on disait, après, tout ce qui va t'obliger à attaquer, quoi. Tout ce qui va t'obliger à sortir de ta position défensive et à prendre l'initiative. Ouais. Un Il en autre va de conseil. même pour Ouais. l'allonge, hein. Parce que Ouais. Big Pongo, faut que l'adversaire soit dans ta zone de contrôle. Donc si l'autre il a l'allonge et qu'il frappe ton Mathurin et que t'es Mm. pas dans les deux bras de Big Pongo, tu peux pas Mm. rien faire. Ouais. C'est plein de trucs comme ça aussi. Faut vraiment se méfier de l'allonge quand on joue Sundar. On a Ouais. l'avantage de l'allonge, mais faut s'en méfier. Ouais. Mm. Un autre petit conseil aussi pour gérer typiquement les deux, hein, quelqu'un qui a du surnombre et qu'on joue un peu de magie, il y a un sort que je mets de temps en temps aussi, c'est le sort primordial du totémisme, totem de feu. C'est très fun parce que typiquement tu avances avec ton sorcier, par exemple Sagis, etc. Tu poses le totem, tu te bats, tu l'actives et ça fait des dégâts de zone de feu. Et généralement, quand l'adversaire joue en beaucoup de figurines, bah, ça veut dire que c'est des figurines faibles, avec très souvent un faible moral. Et donc, tu as de bonnes chances de prostrer plusieurs figurines, voire d'en faire quitter la zone assez rapidement. Surtout que, comme on l'a vu, par exemple, White If, qui donne -1 Non, ouais. au jet de morale. Donc, tu arrives, tu actives le feu, le mec, il est prostré, il y en a un ou deux qui sont prostrés. Tu vas au corps à corps avec White If, tu balances ton rire d'aimant, le mec, il a -1 avec le rire, -1 parce qu'il est au corps à corps, et il gère. Et puis s'il loupe son test à sa prochaine activation, bah il fuit. Et si t'es encore Donc plus fourbe, tu mets encore -2 à son jet de dés avec la poisse ou un truc comme ça. voilà, Non, tu mets il y a -2 des avec le jet de choses à faire. relance, avec le jet de base des Sundar, le mec, globalement, il a potentiellement -4, quoi. Voir si en plus il y a d'autres combinaisons, hein, mais si tu mets d'autres personnes au corps à corps, ça peut aller très loin. Moi, j'ai déjà fait fuir le mec, c'était un colosse adverse, il a pris le dégât de feu, je me suis ramené, je lui ai fait effectivement le -2, hein. Je l'ai mis au contact avec Virunga, enfin avec par Virunga, avec White If, j'ai balancé la botte et j'ai mis 2 Mathurins, dont un avec la pique au corps à corps. Le mec, il avait -5. Bah, bizarrement, t'as beau commencer à 10, quand il faut réussir un jet à 4, Ouais, c'est pas moins facile. 5, il faut faire moins que 5. Donc t'as 4, bah t'as 6 chances sur 10 de louper. Et puis bah, tu perds un colosse comme ça, quoi. Donc c'est Ça, des ça choses que tu peux faire parce que justement tu forces l'adversaire à faire une erreur et quand il est en état de faiblesse, tu utilises ta mobilité pour taper de là où ça fait mal, avec le point faible qui s'active. Ouais, sympa, hein. Il y a des listes à monter à thème autour de ça, je pense, qui peuvent Ouais, être moi il y a finalement des listes à thème à relativement feu qui peuvent agressives, être hein. très sympas. Finalement, c'est relativement agressif, c'est-à-dire que je vais pas faire que attendre. Je vais construire ce combo où je vais mettre en place la botte, je vais mettre en place le totem de feu, des sorts de feu, des choses comme ça. Voir si Kubilai peut aussi rentrer dans ce genre de combo parce qu'il a une hache qui fait feu, hein, donc Oui, on peut distribuer de plusieurs façons le feu. Et direct derrière, boum, white tease, test de mental, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des capacités pour faire relancer des dés à l'adversaire pour vraiment enterrer le truc? La poupée Hors vaudou. oui, la poupée vaudou de base. la poupée vaudou de l'équipement, mais y a-t-il autre chose chez les Sandar? C'est une vraie question, Euh, moi j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on a des compétences pour faire relancer les dés à l'adversaire?
Comme ça de tête, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais après, faut penser peut-être au poison ici qui peut être Ça me intéressant, dit parce rien. que le poison, ça Mm. fait aussi en même temps, parce que ça te fait moins 1 en C et moins 1 en mental. Mm. En C'est plus, vrai, mais après ça Oui. se soigne le poison. Là où tout ce qu'on a dit jusque-là, Ouais. il n'y a aucun contre. c'est vrai. Voilà. Les Mm. seuls contres qui existent, c'est genre le rhum, c'est tout ce qui va être compétence pour augmenter ton moral. Le rhum, le positionnement de ton chef, le chapeau, le trident Ouais, le tricorne tricorne du fou. du Georges Le Fou est très bon Ouais. pour contrer ce Je genre de suis choses. plié sur tous mes Gustave. Hein. À chaque fois que je joue Gustave, il a le tricorne sur la tête. Ah bah C'est oui, genre ça me paraît assez inévitable. Quand tu Mm. joues 3 pingouins, 4 dodgers et toute la smala, t'es obligé d'avoir des relances de mental, sinon ça ne marche pas. Sinon, Mm. c'est pas possible. Bah, moi, je Mais t'avoue que en Sundar, quand de base, j'ai pas le White qui permet de faire une relance par tour, quand je joue pas le White, j'ai tendance à mettre le tricorne aussi. Parce que les petits profils Sundar ont une mauvaise constitution et pas forcément un très bon moral, donc ils ont un mental bas, donc ils ont souvent un moral assez faible aussi. Donc on est exactement. aussi très sensible au feu ou à ce qui nous fait faire des tests de morale. Sachant qu'en plus, hein, il faut savoir qu'on a 2 briscards, notamment le Major Abelli, qui ont une botte qui permet de faire tu fais un test de morale. Ah, bien ça. Voilà, c'est l'intimidation, quoi. Et d'ailleurs, le Major Abelli a, je pense, pour moi, l'une des cartes stratégiques les plus puissantes du jeu. Hein. Elle coûte cher, elle coûte 23 points, Je l'ai mais sous les yeux. voilà, c'est tarif, t'actives ça au début d'un tour, pendant un tour, tout est Sundar, donc ça marche pas sur les mercenaires, on en revient au même. Tout est Sundar, tu peux relancer tout tes G pendant un tour. Tout est Donc jet de pendant tout un ce que tour, tu tu fais. peux relancer tout tes G sans coup, une Oh la fois. vache. Donc tu peux Alors, relancer tes G de morale, tes G d'attaque, tes G de défense, tes G de dégâts, tu relances tout. en plus, Donc donc cette encore une figurine a fois, un truc pour 130 gérer points, l'aléatoire. Abelli, et c'est une figurine, c'est Monsieur 5, comme le Oui, c'est cerf. Monsieur 5 avec la longe. Ouais, 5, Pour moi, c'est un 5, très 5, bon, c'est un 5, très bon 5 de Sundar. mouvement, 30 PV, c'est exactement comme le cerf, hein, il est exactement comme le cerf, 8 Mm. points d'action, 30 PV, il a une armure de -1, -3, donc même s'il a que 5K, c'est quand même une sacrée Mm. armure avec 30 points de vie. Donc bah, c'est un peu c'est le mini colosse, quoi, hein, c'est-à-dire qu'il a des stats qui approchent de celles d'un imposant, quoi, vraiment. Mm. Le sable d'abordage a un dé de 10 dégâts, en cas de réussite critique, restaure 3 PV au major, donc ça s'auto-heal si critique. Un tromblon a un dé de 10 dégâts, -1. Du coup, il peut faire 0 le tromblon? Oui, il peut faire 0. C'est le problème, Tristesse. c'est le tromblon de la V1, en fait, avant qu'il soit amélioré. Et D'accord. lui, il l'a gardé. Intimidation Mm. sur la botte, donc il doit faire un test de morale et il allonge quoi qu'il se passe parce que c'est un orang-outan. Voilà. Donc du coup, ouais, une grosse figurine, ce fameux major. Peut-être que ça peut être un capitaine de choix, Lui, surtout c'est si un on va très bon jouer capitaine. des dés, si on va jouer sur les randoms, sur les dégâts aléatoires ou ce genre de choses. Peut-être que c'est un des capitaines les plus offensifs au final, parce qu'il y a un tour où si on part aux dégâts, on Mm. sait que on va pouvoir relancer chaque dé de 5, chaque dé de 10, chaque dé de quelque chose pour Mm. optimiser chacun de ses dégâts et réussir beaucoup mieux tous nos jets, quoi. Voilà, même sur les objectifs, etc., quoi. Lui, dans certaines compos que j'ai faites, il est très, très, très bon. Voilà. Mais par contre, cet objet, Il coûte cher. il y a un problème aussi, c'est que tu peux pas avoir de De doublon en doublette. botte. Ouais, c'est ça. Pour avoir Donc sa carte de Aucune stratégie, on peut pas avoir de aucune doublon. Donc je suis déjà triste sur le double grenadier avec full relance sur les grenades. Voilà, Voilà. voilà. pas Vous avoir le m'avez double cassé mon rêve là, grenadier, direct. pas le double loup de mer 1, pas de Pas le double double Mathurin. Mathurin, ça fait comment? Du Mmh. coup, c'est plus proche des compos à toi, Marc, qui désire de jouer plus de nommés, enfin en tout cas moins de volume de figurines, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Très intéressant. Un autre truc au niveau des équipements que moi je vois jamais utiliser, moi que j'adore, j'utilise quasiment tout le temps. Sur ma petite figurine préférée, parce qu'elle paye pas de mine, tout le monde rigole, mais Powder Monkey, hein, je reviens On y dessus. revient souvent, on y revient souvent. Ce Powder Monkey, en fait, on est obligé de prendre Powder Monkey quand on veut le canon. Enfin, on est obligé de prendre les deux. Mais rien n'oblige à faire de Powder Monkey le servant du canon. Mmh. D'accord? Le problème de Powder Monkey, c'est son gros souci en tant que servant de canon, c'est que le canon Sundar, en fait, il tape, il y a 3 points d'action pour tirer, il y a 4 points d'action pour recharger, et Powder Monkey en a 7. Donc globalement, si tu le mets en servant de machine, il tire, il recharge, il a plus de points d'action. Ouais.
Et Powder Monkey, il a un peu des stats complètement minables, hein. Il a 2 de constitution, 5 de dextérité, 2 de force, 4 de mental, avec un mouvement de 3. Ouais, Donc, mouvement. c'est clairement pas le meilleur servant de canon. Par contre, tu mets un Maturin avec 9 points d'action, il peut tirer, recharger, et il a encore 2 points, soit pour se défendre, soit pour recharger, enfin, soit pour relancer s'il a fait un échec critique. C'est quand même pas mal, hein, ce qui peut être Ouais, ça sympa. laisse une sécurité, ouais, bien sûr. Ouais, il y a l'aspect sécurité, hein. Et pourquoi j'utilise comme ça, c'est parce qu'en fait, Powder Monkey, il y a une petite règle qui s'appelle minus, qui fait qu'il est tellement petit qu'il est toujours considéré à couvert. Donc il a toujours les plus 3 en défense contre les tirs. Donc il a certes une constitution de 2, hein, mais il passe à 5. Et moi, ce que je fais, c'est que pour 5 points, je lui prends la tenue de circonstance, qui fait que ce bonus de couvert, il passe pas à plus 3, mais il est à plus 5. Donc quand Ah on veut oui, lui la tirer cape là. dessus, Ouais. il passe à 7 de défense de base. Et moi, le Powder Monkey, tout le monde rigole parce que bah, il fait pas grand chose, il se déplace lentement, etc. Et en fait, tu le balades un petit peu en électron libre, un peu lent au départ, tu le balades, hein. Tu gardes quasiment tous ses points d'action pour se défendre, hein. Tu restes à côté de tes autres Sundar. Et quand le mec en face décide à attaquer, hein, bah, tu peux aller au contact. Et puis le mec, il a une torchère avec un dégât de feu. Et sa torchère, contrairement à la torchère du bouquin, elle est allumée jusqu'à la fin de la partie. Donc, c'est le Powder Monkey apporte des dégâts de feu extrêmement facilement. Certes, il a une force de 2, mais t'attaques, tu balances avec 2 dés, t'as les bonus parce que forcément tu vas faire la contre-attaque, donc il est déjà engagé par quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est comme ça que tu peux balancer des dégâts de feu. Et on en revient au même, le mec il est déjà engagé contre au moins une figurine plus Powder Monkey. Si tu le touches et qu'il a des dégâts de feu, il va faire un test au minimum à -2. Si juste avant, tu as fait un petit jet à lui remettre -2 sur la gueule, ben, même un colosse ou quelqu'un qui a un très gros moral, il est pas serein. Enfin, et c'est le Powder Monkey qui a fait ça. L'autre truc, c'est que le Powder Monkey, avec sa dextérité de 5 et son mental de 4, sur certains scénarios et objectifs, il est très bon. Oui, Et comme, dextérité 5, c'est assez extraordinaire sur une voilà, et figurine. comme il se balade parce que la figurine vaut que dalle, hein, elle vaut 32 points. Voilà. Et comme il se balade en arrière, il va éviter de se faire engager, ou si le mec il a engagé, c'est qu'il a traversé ta ligne de défense. Donc s'il a traversé ta ligne de défense pour aller buter un Powder Monkey qui vaut 32 points, ça veut dire qu'après, globalement, toute ta bande peut se jeter sur le mec. Et il n'y a pas beaucoup de figurines qui valent moins de 32 points, qui peuvent traverser une bande pour être rentable là-dessus. Donc généralement, s'il fait un échange, il va perdre plus que tu ne vas perdre. Quoi. Et donc tu le balades, et si le mec en face veut s'amuser à tirer dessus, voilà, bah, de base, il a 7 de défense. Et s'il fait une esquive, il passe à 7 plus 5, 12. Donc il se défend très bien contre les tirs. Et donc très souvent, je l'utilise comme ça, il est un peu en arrière. J'essaye au maximum d'éviter qu'il se fasse attaquer au corps à corps, on est bien d'accord, quoi. Et le moment venu, soit il engage et il essaye de balancer une attaque avec des dégâts de feu, hein, soit je fais du scénario et je vais aller chercher les scénarios. Hein, et sur certains scénarios, il est très très bon. Il paye pas de mine, mais c'est un très bon ajout. Et de toute façon, vu qu'il le faut pour prendre Bonebreaker, ben, quand tu veux jouer un canon, et Bonebreaker, il est tellement bon comme canon que bah, tu prends Powder Monkey et tu t'amuses, quoi. Après, ça fait des listes qui sont. Tu joues Big Pongo plus le canon, du coup. Ça m'arrive, pas tout le temps. Mais alors, quand je prends cette liste-là, généralement, il y a pas d'autres tireurs, quoi. D'accord. Par exemple, j'ai pas le puce, ou alors j'ai pas le White Thief avec Grenadier, par exemple, sauf si je veux vraiment faire une liste full tir. Mais si je veux faire une liste full tir, je prends pas le Big Pongo, je prends par exemple Major Abelli, du Maturin, le Powder Monkey, puis du White Thief et compagnie, quoi. À 500 points, ça rentre très bien. Ouais. Mais dans ce cas-là, je prends pas un colosse, quoi. Ça va vite, les points en Sundark, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Ouais. Mais le canon, il faut savoir que le canon, déjà pour gérer, on parlait des colosses, mais on parle aussi des montures. Une monture, quand on tire sur la monture, elle peut difficilement faire une esquive. Elle peut pas, si on touche la monture. Si je me trompe pas au niveau des règles, je crois que si on touche le cavalier peut faire un jet de shiver, mais pas la monture. D'accord. Et comme globalement, si on choisit de taper sur la monture, on a quand même globalement 2 chances sur 3 de taper la monture, voire de taper les deux. La monture peut partir très vite. Ce potentiellement, si de base elle fait 2d10 dégâts, et si on arrive à faire un critique, encore une fois, hein,
avec White If, la relance gratuite, voire une relance avec un sort, etc. Voire, il y a un sort qui est très sympa, toujours chez Sundar, qui permet de retourner le dé pour prendre la face du dé opposé, hein, ce qui facilite les chances qui double globalement les chances d'avoir un critique. Quand tu fais un critique, tu fais 3 des 10 dégâts, ce qui est déjà pas mal. Et surtout, le mec en face, les dégâts, tu peux relancer les dés. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça. Voilà. Et Ça, même c'est sans parler des dégâts, l'intérêt du canon, c'est que le mec il est obligé de faire un shiver, il perd ses points d'action. Et que une fois que tu as perdu tes points d'action et qu'il y a un journalier, un loup de mer 1 avec sa botte qui peut t'assommer et que tu n'as plus de points d'action pour défendre, t'es pas serein. On en revient au même. Moi, le canon, limite plus que comme dégâts, je le vois, je vais taper dans le tas, il y a 2-3 figurines, je vais clairement pas leur faire de dégâts, mais ils vont tous perdre leurs points d'action. Et même si après il va en activer une, il y en a 2 autres qui auront plus de points d'action et avec mon loup de mer, avec mes bonhommes qui vont faire des dégâts, je vais pouvoir aller les chercher, les assommer. D'accord. c'est le ok. contrôle de l'adversaire. Tu obliges ton Voilà. adversaire à choisir un de ceux qui a pris le shiver Et pour puis l'autre, tu vas prendre. éviter de se prendre. Ouais. Alors qu'à ce moment-là, pour lui, ça aurait peut-être mieux été de jouer un autre qui n'a pas subi pour jouer le scénario. Mais Voilà. la personne, elle va tellement avoir peur qu'elle va jouer l'un des. Ouais, Ah oui, tu vas bah, forcer des activations, ouais. Tu vas forcer l'autre à sous-jouer pour sauver ses figurines. C'est connu dans le jeu d'activation alternée. Il y a plusieurs philosophies de comment on joue. Il y a accélérer le jeu, ralentir le jeu ou quoi que ce soit. Et une, c'est un peu de jouer comme aux échecs. C'est-à-dire quand on dit échec au roi, tout simplement, l'autre doit protéger son roi, donc il doit forcément le défendre. Or, s'il exactement. défend, et ben, il attaque pas forcément. Et donc, du coup, il va peut-être devoir faire des concessions dans sa façon de jouer pour pouvoir trouver des solutions pour survivre. Et donc, en gros, là, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va dire, toi, tu avais peut-être un plan de jeu, tu voulais jouer selon cet ordre d'activation-là ou faire telle ou telle chose dans le tour. Et ben moi, je vais te perturber là-dedans. Je vais t'obliger à te défendre ou du moins à te faire des sacrifices. C'est-à-dire que si tu veux faire quand même ce que tu avais prévu de faire, la pièce qui s'est pris le canon ou quoi, ben moi, je vais la tuer. Donc, c'est assez important, effectivement, pour obliger l'autre à sortir un peu de ses gonds, quoi. Voilà, Bien et c'est l'une des choses justement qui rend un peu les scénarios compliqués parce qu'il faut connaître aussi la façon de jouer, le type de la faction adverse en fait. Il faut savoir comment l'adversaire, où sont ses points forts, ses points faibles, comment il a tendance à jouer et quels sont les dangers. Donc il faut bien connaître l'adversaire. Bon, je vais prendre un cas extrême, hein. Tu me parlais de la liste Reno où tu as plein de dodgers avec plein de petites figurines et puis un gros Gustave au centre. Bah, typiquement, si à partir au début du tour 2, ma première activation, c'est mon canon et je tire juste sur Gustave et que forcément il est obligé de faire un shiver qui perd tous ses points d'action, bah là, l'adversaire en face, il va avoir deux choix. C'est soit il active pas Gustave, et dans ce cas-là, Gustave, il a 0 point de vie, il est à poil, et donc n'importe qui que j'envoie sur lui peut le buter. Hein, typiquement, si j'ai un Major Abelli, un Big Pongo, je lui fonce dessus et je lui fous des tartes. Hein. Big Pongo, surtout, il fait un D10. Globalement, il peut faire 4 attaques, dont une botte. Potentiellement, je peux faire 50 points de dégâts. Donc tu te dis, ben là je vais être obligé d'activer mon Gustave, ma grosse pièce, au tout début du tour. Sauf que si tu l'actives au tout début du tour, tu vas être obligé de garder des points d'action pour te défendre, parce que de la même manière, si tu joues agressif et que tu fonces dans le tas, que tu tapes tout et que tu n'as plus rien, ben on en revient au même. Je vais pouvoir t'assommer, puis après te tuer avec mes petites figurines. Donc tu vas être obligé de jouer défensif et de garder des points en stock avec ta grosse pièce, ou l'une de tes grosses pièces, et après toutes tes autres figurines sont juste là pour soutenir cette pièce-là, vont jouer après, et donc j'aurai juste à gérer tes petites pièces. Et tes petites pièces, je peux les gérer une par une en bloquant ta ou tes grosses pièces comme ça. Ouais, puis on a vu, il y a aussi des armes anti-surnombre qui sont assez importantes dans la faction pour en plus gérer les petites pièces après. Donc du coup, un petit peu pour conclure, pour arriver un petit peu à la fin de cette conclusion, quel conseil donner à un joueur qui se met à Sundark, à un joueur qui s'intéresse à la faction? Parce que c'est une faction difficile, c'est une faction d'experts, comme tu disais, et je pense que c'est très vrai, au mieux tu connais ce qu'il y a en face, au mieux tu peux jouer. Si tu interprètes mal les combos adverses, ça peut très vite se retourner contre toi parce que leurs systèmes défensifs sont solides au Sundar, mais ils sont pas non plus parfaits. Et il y a des façons de les contourner, il y a des façons, et ça va très vite niveau point de vie. C'est pas permissif du tout. Du Non. coup, je commence à jouer Sundar, que ce soit en 400 ou 500 pièces. Qu'est-ce que vous conseillez comme liste, comme petit combo pour essayer de faire quelque chose qui tienne la route et qui soit assez polyvalent? Marc, je te laisse commencer. Alors ça dépend déjà les figurines qui plaisent à la personne. Si la personne elle veut commencer Sundar parce qu'elle aime Augure, déjà qu'elle joue Augure. C'est le point premier. Après,
Moi, ce que je conseille, c'est de démarrer avec 2 gros, choisir 2 personnes qui seront les piliers et après faire tout le tour. Alors que dans d'autres factions, on va que d'abord faire les petits et on va mettre les gros après. Là, par exemple, typiquement, je conseille je sais pas, un Virunga et Big Pongo ou Virunga Whiteys pour démarrer, quoi. D'accord. Et ensuite rajouter quelques génériques autour, et apprendre les combos de base, et ensuite s'intéresser à d'autres gros dans le temps. C'est ça. Ok, Ouais, ouais. Moi, j'aurais à peu près le même conseil, c'est effectivement de choisir la plupart des gros nommés dans le jeu, enfin dans les Sundar, ont des combinaisons qui sont efficaces. C'est juste que elles vont avoir un style de jeu un peu différent, même si ça reste défensif. Donc globalement, c'est de jouer une ou deux figurines effectivement qui sont qui plaisent hein, au niveau du profil, au niveau de la figurine, enfin chacun ses goûts, voilà, et d'essayer de construire autour. C'est effectivement, je pense que c'est le conseil le plus important. C'est pas comme d'autres factions où on va prendre les petits qui vont être là pour apporter les forces, et puis après on va prendre un gros pour quand même avoir une puissance de force, etc. Quoi. C'est l'inverse. Il faut jouer sur un ou deux gros qui vont en gros définir le style de jeu, les combinaisons possibles et rajouter les petites figurines autour qui vont permettre soit de compenser un peu les faiblesses, soit de jouer encore plus sur ce bonus de combinaison et qui marche bien avec ceux ou ces de grosses figurines. L'autre conseil que je dirais, c'est qu'en plus que toute autre faction, pensez magie. Je pense que globalement, limite dès 400 points, un sorcier, qu'importe, les trois sont extrêmement bons, mais je pense que c'est la faction qui a le plus besoin d'un sorcier pour être au plein potentiel. d'accord. Voilà. Il y a certaines factions qui n'en ont pas besoin du tout, hein, genre les Kintor, les Orenog, qui n'ont pas besoin de Non, magie pour être efficaces, quoi. Les non. Sundar, l'aléatoire va souvent être compensé par la magie ou les bonus vont être maximisés par la magie. Et les Ouais. faiblesses vont être limitées par la magie. La magie va donner énormément d'atouts aux Sundar et ils en ont vraiment besoin. C'est possible de jouer hein, sans magie. Sûr, parce qu'après, il y a Mais des sorts qu'on parle pas beaucoup, par exemple, qui va mettre des plus 2 au corps à corps, ou plus 2 en défense au tir, ou tu vas rajouter ton plus 2 de ta relance, enfin, de ton coup de chance, etc. Donc ça te fait plus 4 en défense. Il y a énormément de sorts qui sont voilà, intéressants en Thunder. voilà, il y a énormément de combos possibles avec les sorts et enfin on pourrait parler pendant 2 heures et demie juste de la magie Sundar quoi. Parce que des combos, il y en a plein en fonction de ton style de jeu, en fonction des figurines autour. Moi, je me suis déjà amusé à maxi booster un Big Pongo, il foutait des baffes en moyenne, statistiquement, en moyenne, je faisais 16 ou 17 de dégâts, quoi. Il y a moyen de foutre des énormes baffes, quoi. Ou alors, au contraire, d'avoir des bonhommes, le mec, il a une défense de merde, et puis en fait, il se retrouve, il défend mieux qu'un colosse. Il y a vraiment, la magie est vraiment importante dans cette faction. Enfin, globalement, tout ce qui est soutien est très important dans cette faction, quoi. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, et puis après, tester. Parce que il faut être persévérant par rapport à d'autres factions. C'est On risque de qu'effectivement, perdre au début, hein. C'est clair que c'est voilà. une faction où on Et risque de perdre. parce que le problème, c'est que même quand, dans la théorie, ça marche super bien. Moi, des combos, j'en ai quasiment toutes les semaines des nouvelles. Puis quand je les teste, en fait, bah, j'ai beau tester une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas. Puis je me rends compte qu'en fait, la combinaison est pas terrible, pas très efficace par rapport au coup. Ou au contraire, je sens qu'il y a du potentiel, mais il me faut une dizaine de parties pour arriver à bien maîtriser et à pas faire les erreurs. Parce que comme c'est des combinaisons, il suffit de perdre la figurine importante au mauvais moment ou de consommer trop de points d'action à un certain moment pour que la combinaison totale ne marche plus. Et donc, il va falloir savoir gérer en fait nos points d'action, nos activations pour que la combinaison soit efficace. Donc, il faut tester. Et pour ça, voilà, il y a pas de secret. Il faut tester, faut apprendre de ses erreurs. Il faut pas avoir peur de faire des parties avec ses potes du club ou même d'aller en tournoi en se disant bah tiens j'ai un truc je vais le tester quoi. Et puis il faut pas avoir peur de se dire à la fin du tournoi bah je me suis rétamé quoi. Hein, Ouais. ça m'est déjà arrivé d'habitude généralement je finis toujours dans le bon top enfin généralement dans le top 2 top 3 top 4 quoi ça m'arrive fréquemment dans les petits tournois que j'ai fait
Mais des fois, je tente un nouveau truc et je finis bon dernier ou avant-dernier, puis voilà. Donc, je maîtrisais pas. Et souvent, en fait, c'est des combinaisons que je maîtrisais pas parce que j'avais pas assez essayé avant. Ouais, ça a l'air d'être Ouais. une faction comme ça. Ça me fait penser un peu à Ichien, hein, c'est pour nous. Enfin, Ichien, les hommes poissons, je me plante toujours quand je dis leur nom. Mais en gros, avec les hommes poissons, c'est nettement les deux factions les plus dures du jeu. Et c'est des factions où il faut tester, il faut connaître. Il n'y a pas d'autre solution que de jouer et que d'essayer. C'est très bien de théoriser, de prévoir des choses, bien sûr. Mais la vérité de la table, c'est la vérité absolue. Il faut mettre en pratique, quoi. Et Voilà. comme tu Ouais, disais, puis on a le aussi, droit de se viander, il faut tester. il faut aussi réussir à dissimuler ta combo que tu veux faire à l'adversaire, parce que s'il la Voilà. voit arriver, Il peut la Il va se contrer. défendre. Voilà, parce que c'est ça aussi. L'adversaire, il est pas là passivement à attendre que tu lui foutes la combo dans la baffe ou Bien sûr. que tout aille bon, quoi. Donc, l'adversaire, il a aussi des contres. L'adversaire, il va aussi se déplacer. Et puis, des fois, des choses qui paraissent extrêmement violentes sur le papier, contre certaines factions, ça marche pas du tout parce que naturellement, il a le contre, quoi. Donc, Tout à fait. c'est parfois compliqué. De la même manière, il y a certaines compositions de bandes que moi j'ai trouvé très très efficaces contre certaines factions et qui sont nuls à chier contre d'autres. Voilà. Donc typiquement, moi, je joue beaucoup contre les mercenaires, vu que j'ai la chance d'avoir les deux bandes qui on joue souvent à la maison. Les mercenaires ayant beaucoup de tirs, il y a beaucoup de combinaisons qui marchent pas du tout contre eux. Hein, Ouais. typiquement, Big Pongo contre eux, ils s'en foutent un peu, quoi. Ah non, ouais. Il tire à tout va derrière, il balance du Black Hawkins, du Bonnie Heart qui, avec ses 10 points d'action et son mouvement de 6, elle fait 3 fois le tour de la table et puis elle tire dans le dos de tout le monde. Et puis le Big Pongo, il sert pas à grand chose, quoi. Et il y a des combinaisons comme ça qu'il faut savoir que il y a des match-ups extrêmement favorables et des match-ups moins favorables. Et après, il y a d'autres combinaisons, d'autres compositions qui vont faire que t'es pas mauvais contre à peu près tout. Mais voilà, le surnombre est compliqué ou au contraire, il y a toujours des soucis. Hein, ouais, il y a pas de, Il y a pas d'histoire faite, hein. Mais ça, c'est voilà. valable pour tout le jeu, hein. C'est Mmh. valable pour tout le jeu. Mmh. Moi, je sais que c'est ma deuxième armée que je joue le plus, les mercenaires, derrière les Orénoques. D'ailleurs, mes Orénoques sont très mercénarisés. Et j'ai une liste mercenaires basée sur le tir, que je joue à 500 ou 600 points. En gros, elle tourne autour de la même compo. La différence, c'est que je transforme le leader en colosse. C'est soit Socrate en daron, soit je le passe en ce bon vieux. J'ai mangé son nom alors qu'il est magique. Minos. La vachette d'Interville. Minos. Minos. Minos, voilà. Mmh. Minos l'incroyable, que j'avais gagné lors d'un tournoi d'ailleurs. Et donc du coup, je joue beaucoup de tir et Ludo m'avait joué une fois Sundar pour qu'on essaye. Et j'avais coupé en deux sa liste tour 1, c'était horrible. J'avais mitraillé comme un fou. Maë, elle avait touché les 5 balles, il y avait eu un critique au milieu, tout explosé de partout. Et ouais, c'était assez hardcore. Et on s'était fait la remarque, on s'est dit waouh, comment on joue ça quoi, genre, ça va être dur. Après, quand tu joues contre une liste comme ça, il faut absolument avoir une table avec du beau décor et en Ouais, profiter, quoi. Faut profiter Mmh. du décor, profiter des scénarios, jouer le scénario, quitte à Mmh. savoir que tu vas tout mourir, mais jouer le scénario. Et dans Mmh. le je pense que pire t'as des raison. cas, tu Ouais. mets tes 2 derniers, tu les fais faire des dégâts de chute en sautant pour dire de les tuer pour que le scénario finisse plus vite. Trop bien. Mmh. Le suicide gagnant. Mais non, mais je pense que tu as certainement raison. Je pense que les tables briscards sont. Moi, on joue à d'autres jeux, que ce soit Game of Thrones, que ce soit Guild Ball, ou War Machine, c'était vrai aussi. Des jeux avec des décors imposés, avec des fourchettes à respecter. Vous devez connaître ça dans d'autres jeux de figurines. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait entre 4 et 7 décors, qu'ils font tous entre telle et telle taille ou quoi. Et c'est vrai qu'à Briscard, on n'a pas de pacte, de table de steamroller, de documents officiels qui nous disent une table briscard, ça doit être un minimum comme ça. Il doit y avoir tant de trucs qui bouchent à ligne de vue, tant d'étages, tant de points d'eau, des choses comme ça, ou des possibles. Ça veut dire, s'il n'y a pas de point d'eau, il faut qu'il y ait un point de machin. S'il n'y a pas ça, il doit y avoir un arbre. S'il n'y a pas ça, il doit y avoir telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'à Mmh. Briscard, ça ne dit rien. Donc potentiellement, nos expériences de jeu vont être vraiment faites en fonction des copains qui ont eu la foi de faire des tables plus ou moins avancées en termes de conversion et d'implication de création de décors. C'est-à-dire que nous, on a quelques tables de briscard, et ça nous a été reproché sur la chaîne, et à juste titre, qui sont assez plates. Et donc, pour nous, le tir à Strasbourg est extrêmement fort, parce que on a beaucoup de tables où il n'y a pas grand-chose pour se planquer. Donc, forcément, les tirs, c'est monstrueux. Par contre, c'est vrai que quand on voit ce qu'ont fait certains joueurs ou quoi avec des tables à étage, ou même t'en avais ramené une, toi, Adam, à étage,
des tables qui peuvent être super intéressantes, beaucoup plus profondes. Là, on voit que la balance des créations de listes est complètement remise en cause. Parce que t'as beau avoir des tirs incroyables qui tirent le bout de la table, s'il y a un étage et des mecs que tu vois pas, bon, bah voilà, quoi, tout simplement. Donc, c'est vrai Globalement, Ah, les couverts. Ouais, vas-y, Marc. Bah, entre les couverts, ceux que tu vois pas, ça donne beaucoup d'avantages, quoi. exactement, ouais. Et du coup, ça pose d'excellentes questions de création de tables et en tournoi aussi d'utilisation de ces tables-là. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des tables qui soient à mi-chemin, comme on pourrait avoir des tables très tranchées, mais de se dire que comme on tourne, tout le monde jouera sur quasi toutes les tables, quoi. Et que du coup, ça puisse lisser un petit peu au même titre que les scénarios lissent les listes, parce que certaines listes vont être très fortes dans certains scénarios et très mauvaises dans d'autres. Ben les tables puissent faire le même effet, quoi, le même impact et le même impact, quoi. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de jouer contre Arnaud, lui c'est Bani, moi Sundar. On a joué à un tournoi exactement les mêmes listes. Le tournoi, on est tombé sur une table avec beaucoup de décors, j'ai gagné. On est tombé sur une table où il y avait moins de décors sur la table 3 semaines après, et c'est lui qui m'a roulé dessus. Ouais, comme quoi, hein. Ouais, globalement, de toute façon, c'est quelque chose qui est assez évident dès qu'on commence à jouer. Les décors dans Briscard, sur les tables, c'est extrêmement important. Ça change tout, hein, globalement, et notamment sur certaines factions. Et typiquement, c'est ça aussi qui fait que plus la faction sera offensive, va venir chercher le corps à corps rapidement, ou sera orientée vraiment tir, plus une table plate avec quasiment aucun décor, va les avantager. Ouais, bien sûr. Alors, si globalement, c'est pas une critique, mais globalement, si ton objectif c'est de foncer droit devant et de foncer au corps à corps, ou au contraire c'est d'éviter le corps à corps et de tirer sur tout ce qui avance, bah, moins il y aura de décors, plus ça sera facile parce que plus tu auras de déplacés en ligne droite pour engager le corps à corps, et moins l'adversaire aura de bonus de défensif par rapport à tes tirs. Et oui, je rejoins l'analyse générale. C'est surtout sur les Sundar, ça se voit très bien. C'est pas pour rien que les 3 tables que j'ai, ils sont blindés de décors. C'est les Sundar détestent les tables plates. Il n'y a pas de décor, les Sundar, tu pars déjà en gros négatif. Du coup, ce serait vachement intéressant que le jeu, peut-être, là c'était l'ouverture de la vidéo, on en a parlé au début, on s'était dit, après avoir parlé standard, on pourra faire une ouverture à la fin de la vidéo, de discuter un petit peu de cette saison 3, avec les profils V2 et ainsi de suite, qui vont avec. Et donc du coup, est-ce que l'on peut espérer ou non, peut-être quelques règles ajoutées, ne serait-ce que pour la création de table, ou par rapport à ça, pour imposer un certain nombre de décors minimal, ou quelque chose comme ça? C'est quelque chose que vous voudriez voir, vous, en saison 3? Pas Moi, particulièrement. globalement, le souci, en fait, je pense que le plus important, c'est pas en disant de manière générale, il faut que la table ait ça, hein. Je pense que c'est lié au scénario. Je pense que c'est effectivement dans le scénario dire, bah, le scénario, ça se passe dans une auberge, hein. Typiquement, l'auberge, ils disent, bah, il faut tant de tables, etc., quoi. Et dire, bah, pour tel scénario, il faudrait, si possible, ça, en fonction du scénario. Donc Parce toi, ça que c'est devrait être dans le scénario, dans le descriptif du scénario. En bas, il devrait y avoir un petit encadré ou quoi. un La minimum. table pour représenter le scénario, ça serait bien qu'il y ait tant de décors de Voilà. ça, tant de décors Après, de il faudrait pas que ça soit trop restrictif, hein. Il non. faudrait pas qu'on ait un truc genre, il faut absolument qu'il y ait 4 tables, un mur, un étage, parce que on pourrait pas adapter nos tables. Ouais, bien Mais sûr. dire que par exemple, que si possible pour ce scénario, il faudrait que environ, je sais pas moi, 1/10 de la table soit rempli de décors, ou il y ait au moins un truc comme ça pour cacher les lignes de vue. En On va dire en conseil, pas en obligation, mais en conseil. C'est-à-dire que si on veut faire plus, on peut faire plus, si on peut faire moins, on peut faire moins, mais que ça soit une indication à nous dire, bah voilà, la table devrait être comme ça. D'accord, ouais. Après, tu peux faire une Moi, fourchette et puis avec des objets qui sont dans le livre de règles, en mode voilà, si vous n'avez voilà. pas ça, vous ajoutez par exemple des sacs de céréales, vous ajoutez des tables, vous ajoutez des tabourets pour arriver environ à ce nombre de décors moyens. J'avoue Mmh. qu'une normalisation des tables, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Alors, pas je trouve que les gens ont une super créativité chez Briscard et tables Briscard, donc ça me rendrait triste que ça nerfe ça. Surtout pas. Je pense que c'est très très bien que les gens aient cette créativité-là, mais que ça soit soit de l'ordre du conseil, soit de l'ordre du choix. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'étage, ça serait bien qu'il y ait telle chose ou telle chose, telle chose. Et si vous n'avez pas toutes ces caractéristiques-là, comme dit Ludo, ça veut dire que vous pouvez placer chacun votre tour, 3 sacs de blé, 3 machins, une caisse de trucs,
pour que, disons, que ça aide à la construction de la table, pour qu'il y ait un strict minimum qui soit un minimum représentatif du scénario. Et du coup, pour revenir donc au Sundar et à cette saison 3, pour les profils V2, vous voyez des profils V2 Sundar qu'il faudrait changer, qu'il faudrait adapter, quelques espoirs par rapport à ça? Si vous aviez un ou deux profils chacun, ce serait lesquels? Oh, moi, j'en ai plus que deux, quoi. Moi, globalement, déjà, et là, je vais aller contre ma paroisse. Je pense déjà que, on en avait un peu parlé avant, Mae. Mae, je pense, alors c'est pas vraiment une Sundar, c'est une mercenaire, mais elle est considérée comme Sundar quand elle joue avec nous. Que Mae, je pense qu'il faut la modifier. Enfin, je pense qu'elle est relativement peu onéreuse pour ce qu'elle apporte. Elle C'est est une pétée, quoi. figurine, voilà. Non, elle est pas pétée, elle est très forte et elle coûte pas cher. Enfin, Ah ouais, donc on peut faire beaucoup de choses et comme c'est une Sundar, elle rentre dans toutes les combinaisons de la faction, donc on peut c'est l'un des seuls mercenaires qu'on peut facilement inclure dans notre faction, puisque comme elle est considérée comme Sundar, toutes les combinaisons s'ajoutent. Et comme Plus de la base Patrine, elle est hein. déjà très fort, Ouais. ça rend le personnage extrêmement puissant dans la faction Sundar. qui fait relancer le test de mental à l'autre, que je demandais. Voilà, c'est le violon. Voilà, le C'est elle que violon, je en fait, demandais tout à l'heure. C'est elle. et oui, voilà, effectivement, le violon marche très bien pour les relances de morale, on avait dit, puisque Adverse. Donc avec Whitey, c'est les combos mentales, ça va être infâme. Effectivement, elle est beaucoup trop forte, elle fait trop bien le scénario, elle peut voler, elle peut feinter, elle peut crocheter, elle fait tout. Ça, tomate oignon. Moi, je la joue avec un énorme flingue sur l'épaule parce que j'ai regardé trop de films des actions des années 80 et qu'elle dégomme tout, elle fait 20 dégâts pour 5 points d'action, ça veut rien dire. Et après, elle s'enfuit à 1 million de pouces, enfin 1 million de brasses, mais c'est aussi des pouces indirectement. Et donc du coup, c'est l'enfer. Ce perso qui est très emblématique du jeu est nettement trop fort pour son coup en point. Elle pourrait coûter 70 points, que je la jouerais quand même. Effectivement, 50 points, c'est pas assez. Après, encore une fois, on a toujours cette logique de c'est un mercenaire, tout le monde peut la jouer, et ainsi de suite. voilà, Comme c'est tu ça. disais, Encore plus efficace chez nous. voilà. Mais chez Sundar, en plus, elle se fait charger, les Mathurins vont hurler. Voilà. Elle est à côté du Roi Kong, tant mieux. Elle est à côté de Big Pongo, tant mieux aussi. Et ainsi de suite. Et Donc elle apporte le effectivement, soutien. pardon, tu dis Marc? Et elle apporte le soutien à la faction. Et elle apporte le soutien à la faction. Bien Chose sûr. extrêmement importante chez Sundar, on a besoin de cet apport de soutien parce que les mercenaires n'apportent pas le Oui, bien soutien sûr. au Ils apportent Sundar. qu'entre eux. Mais elle apporte, quoi. Donc c'est la première qu'entre guillemets je nerferai, hein, pour parler un peu Ah bah, on a le comme droit, les on a le droit. gamers. N'ayons pas peur des mots, il Voilà. n'y a rien de tabou ici, on a le droit de dire nerf, on a le droit de dire CPT. Et, Voilà. pourtant je joue Sundar. Moi je suis très content de l'avoir. Pour l'instant j'en abuse, hein. Elle est dans quasiment toutes mes listes, mais Ah, voilà. ça. Et l'autre que je verrai légèrement modifié, moi, c'est le loup de mer 1. Ouais, c'est Pareil, exact. je mettrai un coup en point, juste ça, un coup en point d'action à sa botte. Parce que le C'est fait soit que sa ça, botte coûte 0, c'est la botte qui assomme. c'est soit la hache de guerre qu'il faut payer plus cher, ou alors elle perd la capacité scénario. Soit, en fait, il y a quelque chose à faire avec lui, mais le fait qu'il ait tout ça, plus une viatique pour cette valeur en point là, c'est un peu trop bien. Donc Ne c'est vrai touchez que pas à ma Mae et à mon loup de mer. Ah oui, non, mais voilà, moi, soyons clairs, hein, je m'en plains pas, je suis très content de les avoir, ils sont très forts, quoi. C'est juste que je reste réaliste par rapport aux autres profils de la faction et par rapport aux autres profils des autres factions. Ces deux profils-là sont très forts par rapport à leur coût en points. Donc effectivement, soit augmenter le coût, soit par exemple, je pense que le plus logique pour le loup de mer 1, c'est pas forcément d'augmenter le coût, de changer ses caractéristiques, c'est juste de dire la botte qui fait peur à tout le monde et qui terrorise tout le monde, qu'elle coûte 2 ou 3 points d'action, qu'elle coûte quelque chose. ouais, qu'elle soit pas à zéro, c'est sûr que c'est Voilà. incroyable. De toute façon, tout ce qui est à zéro dans un jeu, c'est très souvent signe de ça peut poser problème vraiment, quoi. C'est audacieux de sortir quelque chose qui vaut zéro parce Mm. que on va pouvoir en abuser. Donc Ouais. c'est effectif. Après, si c'est vraiment pas bon, bah pas de chance. Mais dès que c'est le moment que c'est un petit peu efficace, même dans certaines circonstances, ça va devenir incroyable parce Mm. que ça vaut zéro. Après, Donc, voilà, il faut remettre dans le contexte, ces profils-là ont été créés quand même plutôt au début du jeu. bien sûr. Les colosses, enfin pour le loup de mer 1, je crois que les colosses n'étaient pas encore sortis, la saison 2 n'était pas encore sortie. Donc, il n'y avait pas tout à fait la même logique et le même style de jeu, hein. Bah, Donc, C'est nettement une Power 9. voilà. Alors la Power 9, c'est une expression, ça vient du jeu Magic. En fait, Magic, dans les premières éditions, ils avaient des cartes, et comme le jeu n'existait pas depuis longtemps, pareil, il y avait ce qu'on appelle des coquilles, il y avait des cartes qui étaient
OK à l'édition 1 et complètement broken dès que le jeu s'est développé. Il y avait une carte Voilà. Magic pour 2 de mana, on rejoue un tour. Bon, bah, à partir de là, il y a plus de jeu, tu vois? Ça veut plus Mmh. rien dire. Mais bah, là, c'est pareil, c'est-à-dire que alors pas pareil parce qu'il y a pas plus de jeu, c'est pas pareil comme ça. La figurine est très forte, mais elle est pas complètement, débile non plus, on va pas aller jusque loin. Voilà, hein, elles Elle sont gagne pas toute seule. largement contrables, hein. Voilà, elle est contrable. Mais c'est une figurine qui est un peu une Power 9, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui, il sortirait un loup de mer maintenant, on comprendrait pas. On dirait: Voilà. «Quoi?» Voilà, Parce que c'est pas possible. le problème du loup de mer et de sa botte, c'est qu'à l'époque, ça coûtait pas cher, ça permettait d'assommer, mais à l'époque, il y avait pas de colosse, il y avait pas de trucs comme ça, donc il y avait que des Voilà. figurines à peu près de la puissance d'un loup de mer ou à la rigueur d'un, le pire qu'on pouvait arriver, c'était Gustave, mais à part Gustave qui valait 150 points, je crois que la figurine la plus chère valait 110 points. Donc il y avait pas de gros thon super monstrueux que quand tu l'assommes avec ça, c'était horrible. Là, Ouais. tu arrives avec la figurine là, tu peux assommer une figurine qui vaut 200 points, qui a une constitution monstrueuse et qui, en théorie, est capable de faire le café tout seul. Et Ouais. là, tu arrives, pouf, tu l'assommes, elle est morte. Voilà. Donc C'est vrai c'est qu'il y a ça, pas c'est eu de le problème règles, genre les colosses et les imposants, il faut les assommer 2 fois dans le tour pour les assommer ou les colosses assommés défendent avec, un dé de 5 et J'ajoute pas un le dé de A en 10, tu vois? fait au colosse pour l'assommer en fait. Hein, pardon? J'ajoute non, le pas A. pour l'assommer, pour le ceinturer. C'est pour le ceinturer? Ok. Ouais, C'est ouais. c'est Pour pour le Et tu vois, ceinturer, le ouais. ils ceinturer. auraient pu faire une Ouais. petite ligne. Peut-être qu'on peut attendre ça dans la V3, hein. Va savoir. Peut-être que dans la V3, il y aura un petit hub des colosses avec, S3. des imposants en Ouais. disant, pour les assommer, ils passent sur dé de 5 ou ils perdent 3 en constitution tant qu'ils sont assommés, mais tu vois, ils seront toujours efficaces en quelque sorte. Mmh. Pour dire que Mmh. bon, bah, ils ont pris un coup sur la caboche, mais ils ont une grosse, donc ça va. Mmh. Mais Et moi, les effectivement. 2 que j'attends, Vas-y, je t'en prie, Marc. Les 2 à toi que tu attends. c'est surtout par rapport au design parce qu'ils sont très vieux et que c'est les premiers que Manu a sculptés. C'est, Tulip et Bogdan. Ouais. Ah. Ouais, complètement, ouais. Parce Je qu'ils ressemblent plus du tout, au reste de la faction. Ils sont un peu, vieux et par rapport au design des nouvelles, enfin, ça va ça par contre, le je profil est très bon, hein, mais c'est juste, les figurines. Donc en design pur, pas en profil, toi, t'aimerais bien voir dans les prochaines resculpts de Briscard, t'aimerais bien voir ces 2-là, en tête de liste de la faction, quoi. Ah oui. Ah Bah, je carrément. confirme, hein, c'est ce que j'ai dit, pendant qu'on débattait. Bogdan et Tulip, ils sont boudés parce que leur sculpture est pas exceptionnelle et comme Briscard, c'est avant tout un jeu où on joue les figurines qu'on trouve esthétiquement jolies, hein, parce qu'on n'est pas non plus dans un jeu de ville optimisateur où on va prendre le truc, pété et tout, quoi. On Ah bon, c'est c'est des ce que figurines ouais, ouais, mais bah, globalement, il faut avouer quand même que la communauté en général est vraiment comme ça et c'est bien, c'est très bien. Et qui, tant que ça reste comme ça, moi je continuerai de jouer à Brescia. Mais Bogdan et Tulip, en termes de profil, ils sont super bons. Enfin, ouais, c'est ben, mmh. Bogdan, hein, je vais juste prendre Bogdan. Bogdan, globalement, la figurine vaut 96 points. C'est une figurine avec 9 points d'action, une dextérité de 6, quoi, et qui a 4 tirs à un D5 plus 1. Et qui en bot fait des dégâts à un D10 plus 2. Ouais, il est assez violent. Avec Donc 6 de mouvement surtout, enfin moi, c'est le 6 de voilà, mouvement qui me c'est fait 6 de tilter, mouvement, dextérité de 6, donc le machin en tireur, il est exceptionnel, quoi. C'est la Et première figurine qui est sortie avec un mouvement de 6 et avec une 9 de PA, je crois, en plus. et avec 9 de PA, ouais, et elle est dans Ouais. le starter Sundar. Mmh. Ouais. Et au contraire, Tulip, bah, Tulip, c'est simple, alors, il faut bien faire attention avec son c'est pareil, c'est un tireur, 5 de dextérité et en fait, son escopette, elle marche comme un canon. Alors, au niveau du tir, pas au niveau de l'effet, mais en fait, c'est tu poses une carte et toutes les figurines en dessous sont touchées. Donc c'est elles une font un arme de jet de défense toutes, Ouais, séparées? en fait, c'est pas comme le canon. En fait, la portée, elle est marquée 12, 4, 13, 6, 15 comme un canon. C'est-à-dire que en dessous de 4 brasses, il faut faire au minimum 12 pour réussir à tirer avec ton escopette. Ouais. Entre 4 et 6 brasses, il faut faire 13 et au-dessus de 6 brasses, il faut faire 15. Donc potentiellement, il peut tirer à l'au-doux de la table, quoi. Et en fait, tu poses le gabarit, quoi, et les figurines qui sont en dessous, quand tu as réussi à tirer, quoi, elles sont touchées. Si tu te loupes de 1 ou 2, ça dévie comme un canon. Par contre, les figurines qui sont en dessous défendent normalement. C'est pas un Shiver Me Timber. Hein, D'accord. là, ça m'a été confirmé quand même par TGCM. Heureusement, parce que l'arme serait complètement fumée. Parce que là, tu pourrais tirer. Parce que 2 points d'action pour tirer, tu ferais un Shiver Me Timber avec perdre des points d'action. Le machin, il a 9 points d'action. À chaque tour, t'as beau avoir 13 Non, figurines, je t'enlève tous les points d'action de toute ton armée en un tour. avec 9 points d'action, le nombre de tirs que tu peux générer par tour qui font des dégâts de zone de carte, Voilà. c'est violent. Donc, t'as complètement compris, quoi. Et les dégâts, c'est un des 10 dégâts.
Donc tu peux faire que 1 dégât, mais tu Un peux dé de 5, offrir. un dé de 5 dégâts par figurine, c'est le critique qui passe à Oui, un dé et de voilà, le 10. critique passe à 1 des 10, quoi. Mais Ouais. c'est 1 des 5 dégâts en dégâts de zone. Donc pareil, c'est une figurine pour gérer plusieurs figurines en même temps et pour détruire du point d'action, parce que toutes les figurines vont devoir défendre. Et ben, quand tu te prends potentiellement 4 tirs, quand les 3 figurines prennent 4 tirs d'affilée et que tu te prends donc potentiellement 4 des 5 dégâts sur 2, 3, 4 figurines complètes, t'es pas serein, quoi. Ouais, ça fait mal, hein, ça Donc, fait beaucoup de tirs. et elle vaut que 73 points. Donc, en termes de profil, je pense, moi j'ai déjà testé j'ai pas la figurine, mais j'ai testé comme ça en proxy chez moi. Elle est très bien, elle est équilibrée, elle est pas complètement fumée non plus, hein, parce que le reste du profil est pas extraordinaire non plus, mais elle tire très bien, elle fait très mal. C'est juste que la figurine n'étant pas aussi jolie que les nouvelles sorties, et qu'elles sont pas dans le même style en plus, les joueurs ne la jouent pas. Ouais, j'entends. Donc à la fois des profils à remettre à jour, mais vous réclamez aucune amélioration de gameplay de la faction. Vous dites pas Après, tel on peut profil avoir est un toujours peu des bonus, hein, on va Oui, pas voilà. s'en plaindre, hein. Ah, ça y est, Ouais. on dit que c'est gratuit, alors tout le monde se réveille. Mais Si c'est gratuit, je non, prends, mais quoi. en gardant une honnêteté comme ça, sans passer Constitution 9 à Big Euh, Combo, en restant honnête, quel profil un peu vieillot, mais profil, vous voudriez voir remis à jour? C'est-à-dire que valeur en points trop haute ou capacités qui sont trop rarement utilisées ou des choses comme ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des briscards chez Sundar qui sont un petit peu dépassés par leur gameplay, quoi, qui sont pas ouf Moi, actuellement? euh, Maruti, il se Maruti. fait trop dépasser par Virunga, en fait. Pour le même point, quasiment, tu as 6 points d'écart. Ouais. Et ben, en efficacité, pour moi, vaut mieux prendre un Virunga. Mm. Ouais, surtout D'accord. qu'effectivement, l'intérêt de Maruti, c'est qu'il a une pelle, donc il lance 2d10 pour creuser. Sauf que pour creuser, de souvenir, je crois que c'est la force x2, il a déjà 6 de Constit force. x2. Constit x2, il a 6 de constit. Donc il commence déjà à 12. Donc pour creuser, il a pas besoin d'avoir 2 dés. C'est un profil qui pourrait être revu un peu plus en profondeur, celui-là. Ah, c'est Pour vrai garder qu'il un. est que 7 points d'action, limite énormément les dégâts qu'il peut être amené à faire. Parce qu'au début, je disais force dégâts, il tape pour 2 dégâts. Je disais, Tain, c'est fort, c'est bien et tout. 34 PV, c'est tout à fait honorable. Et puis effectivement, 7 points d'action va venir limiter énormément les choix, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Mm. Il y a ça. Moi, L'avantage, c'est sa machette quand même, hein. Il ouais. y a qu'un mouvement de 4, mais il y a pas de machette. Ouais, il y a aucun malus. Donc il traverse le sable, l'eau peu profonde et la végétation comme il veut. Oui, il Donc faut c'est vrai qu'ils que le prennent des mouvement de machettes, 4. c'est pas possible. Mm. Il faut que les autres, ils apprennent à acheter des machettes, c'est pas possible. Ouais. C'est trop bien. Notamment les pingouins. Voilà. Parce que les pingouins sur la glace. Tiens, ça c'est un petit truc. Ce serait bien que, alors c'est aucun rapport, mais effectivement toutes les factions dans la glace, hein, notamment les morses et tout, qu'ils aient un petit bonus de mouvement sur la glace, qu'ils soient pas aussi pénalisés que les autres. Ou au moins pas de malus, quoi, disons. Ouais. Mm. Sinon, au niveau des profils, ben, moi bizarrement, c'est pas les profils en eux-mêmes que je changerais, mais c'est le coup en points. Notamment de Black Tish, Lieutenant Tuquette et Major Abelli, qui sont tous les trois. Black Tish, Major Abelli et Lieutenant Tuquette. Globalement, ils ont des profils plutôt sympas avec des compétences plutôt originales, notamment des cartes généralement qui sont bien des cartes stratégiques. Hein, Ouais. on a déjà parlé de Major Abelli et sa carte qui est vraiment très bien. Mais les autres, enfin, Lieutenant Tuquette, sa carte est pas mal. Black Tish, sa carte est complètement à revoir, puisque en fait, on voit que c'est avant la V2. Parce que pour 20 points, il peut recruter un briscard générique d'une autre faction. Sauf que depuis, il y a un peu les règles De mercenaires, ouais. Oui, tu de, peux. de Enfin, recrutement mercenaires par ou contrat. de contrat, ouais. De contrat. Et globalement, Par le bouche. contrat le plus cher, de toute façon, le contrat le plus cher, c'est 20 points. Donc, la presse n'a pas un gros intérêt, quoi. Mais c'est Faut juste L'avantage, toujours. c'est payer ce que surtout tu que peux en pas campagne, recruter. Je crois qu'il y a une faction où tu peux recruter personne, je crois. tu Ouais, peux tu peux. prendre un Nictien. Ouais, tu Voilà, peux c'est ça. prendre un fougou. Voilà, tu peux prendre un fougou avec ça ou Voilà. un grondin. Mais est-ce que tu as intérêt à prendre un fougou, un Non, ça grondin, a etc. vieilli. dans une faction Non, Sundar? bah, peu importe, mais disons que ça a vieilli. Disons que je comprends ce que tu veux Mm, dire par la faction a vieilli. mm. Aujourd'hui, ça apporte que ça, c'est tu peux payer 90 points pour avoir un fougou si tu veux, Puis, ok. surtout que ça Euh, coûte très cher, quoi. 20 points, c'est quand même pas rien. 20 points. Après, tu arrives sur une table, le mec dit joue Sundar, tu fais d'accord, et il te sort une caramule. Comment tu réagis? Tu vois, genre, non, bah non, tu Ah peux non, tu prendre veux une pas? monture ou pas? Non, Non? non, c'est juste un
un briscard et c'est seulement un briscard générique en plus. Tu peux même pas te dire je vais prendre un colosse ou une monture ou un gros nommé. C'est obligé de prendre un générique, donc généralement un générique coûte pas très cher et en plus tu payes 20 points de plus. Ouais, ça fait cher le Dodger, en effet. Voilà, ça fait très cher le Dodger par exemple. Bon. Le Dodgers, Blacktitch est il faut les- vraiment orienté campagne. Pour Voilà, moi, il est c'est jouable ça. en campagne, en dehors de campagne. Un peu moins, d'accord. Parce qu'en fait, les trois, globalement, ont des bons profils. Il y a deux choses que je reverrai pour les remettre un petit peu au goût du jour, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est généralement, on voit que leur attaque de base coûte 3 points d'action. Ouais, ça, il y en avait pas mal à l'époque. Blacktitch, son attaque de base fait 3 points d'action. C'est un peu cher et après, ça peut s'entendre, il fait un des 10 dégâts. Alors que, au contraire, par exemple, Major Abelli, son arme qui fait aussi un des 10 dégâts et qui en plus peut le soigner en cas de critique, ne coûte que 2 points d'action. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu compares, t'as du mal à faire c'est une comparaison qui est difficile. Mais sinon, c'est juste le coup de revoir légèrement le coût en baisse, quoi. Soit du bonhomme, soit de leur carte stratégique, parce que leur profil est bon et leur profil s'intègre très bien dans certaines listes Sundar. C'est juste que comme ils coûtent très très cher, On préfère jouer à autre chose, quoi. voilà, bah globalement, typiquement, hein, je vais prendre le Major Abelli avec la combo que j'ai dit, hein, il vaut 130 points, sa carte stratégique vaut 23 points, il coûte déjà 153 points. Et il a pas d'équipement sup, hein. Donc Et il a bon, pas de après, pedigree, il a pas ça de. bien quand même, hein, mais 153 points, tu te dis, pour 50 points de plus, j'ai Big Pongo qui peut défendre mes potes, qui a aussi qui est colosse, qui est magicien, hein, et qui a aussi la longe. Pour Donc, 3 points de moins, j'ai Gustave. voilà, et pour 3 points de moins, t'as Gustave. Le mec, il a changé jamais l'affaire, tu sais. Et Voilà. Gustave. Bon, après, Pour c'est pas le même style de jeu, mais c'est vrai Non, que bien sûr. globalement, c'est 3 leaders Sundar qui sont très bons, qui, quand tu fais une liste autour, moi j'ai déjà essayé, tu fais des bons trucs autour, mais ils te grèvent énormément le budget. Et par rapport à d'autres profils qui sortent maintenant, que ça soit chez les Sundar, hein, ou que ça soit chez d'autres factions, c'est compliqué. Par exemple, quand tu prends Sam Laglace, on va comparer en faction seule, hein. Sam, il vaut 105 points, donc globalement, c'est à peu près le point. Blacktitch, il vaut 110, hein, par exemple. Major Abelli vaut plus cher. Lieutenant Tuquette, il vaut 104, hein, donc c'est à peu près les mêmes caracs. Sam Laglace, il est à 4, 5, 5, 5, mouvement 5. Donc par rapport à Major Abelli qui vaut 20 points de plus, il a juste moins 1 en constit. Ouais. Il a aussi 9 points d'action, il a 28 points de vie, mais lui, il a la longe aussi avec son arme, qui ignore l'armure, et les dégâts c'est 1 des 5 plus 3, donc c'est aléatoire, mais quand même, tu fais quand même au minimum 4 dégâts. Hein, Jusqu'à 8, ouais. hein. Il a un buff de zone, et non seulement il a une armure, mais en plus en équipement, il a le protège tibia et la spalière, qui lui ajoute des bonus, si je me trompe pas, dans les esquives et dans la parade. Ou un truc. Non, je crois que le protège tibia, ça t'apporte un bonus dans ta parade, donc dans la défense simple. Et je crois que la spalière augmente, te rajoute des bonus quand tu contres. D'accord, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Sans trop rentrer dans le détail, il est vrai que il y a des profils au sein de la faction qui ont vieilli. Alors soit positivement comme le loup de mer, soit négativement un peu comme cela. C'est-à-dire qu'ils coûtent un peu cher pour ce qu'ils valent ou coûtent pas assez cher pour ce qu'ils font. Ou alors il faut rééquilibrer ce qu'ils font, tout simplement. On est d'accord. J'espère qu'on verra un petit peu quelques profils V2 et ça relancerait vachement bien la faction aussi. Non pas qu'il y ait forcément énormément besoin de ça. Je trouve que le duo pack a apporté énormément de questionnements et de possibles, sans être un duo pack très cher en points, parce qu'il n'est pas très cher en points, et Whiteys, juste sa passive, elle est hyper sexy chez eux. Donc du coup, ouais, je vous entends bien. Voilà. Peut-être qu'on va aboutir sur la fin. Je pense que ça fait déjà une belle présentation de la faction. On a vu beaucoup de choses. Si dans les commentaires vous n'êtes pas d'accord avec certains trucs ou quoi, vous nous le dites, bien sûr, hein. Vous venez nous en parler. C'est un dialogue ouvert, bien sûr. On n'a pas la science infuse. Là, on a la chance d'avoir donc Marc et Adam qui sont de vieux joueurs et bons joueurs de Sundar qui ont essayé pas mal de choses sur la faction. Donc ça nous a permis de voir beaucoup de choses aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à compléter un petit peu ce qu'on dit si vous voyez les choses un peu différemment ou si au contraire, vous êtes d'accord avec eux sur certaines choses que vous avez déjà testées. Ça a été un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi, merci Bah, de aussi à rien. Ludo, hein. C'était un plaisir aussi de venir.
Eh ben voilà, et puis on vous recontacte si vous avez envie de refaire du contenu avec nous. Et je vous invite, si jamais vous avez envie de faire l'exercice, si vous filmez certaines de vos parties ou quoi, de les commenter avec nous ou quoi, ou d'apporter du discours là-dessus. Ce serait avec plaisir. Ah, pas de souci. Tu penses à une dernière figurine, Marc, je t'en prie. Vas-y, dis-nous. Bah, ça serait Sagis sur Virunga, que ça serait bien Oui. qu'ils soient un peu intéressants, quoi. Oui, c'est vrai que c'est le duo des deux. Sagis intéressant, Berunga intéressant, Sagis et Berunga non, non merci. C'est vrai que parce que pas assez de points d'action, parce que bah, s'il tape, il fait pas de magie, ou alors s'il fait les deux, il va se faire tuer. La figurine est un petit peu, c'est un prémisse de monture entre guillemets, hein, parce qu'il est sur Ah, l'autre singe. en fait, c'est un prémisse de Big Pongo, mais en moins bien, Et globalement. donc du coup, pas très très intéressant. C'est vrai que le retravailler pourrait être intéressant. Ça En fait, pourrait être pas on mal. perd le gros intérêt de Sagis, qui est de faire 2 dés partout, quoi. Et Exact. c'est surtout ça qui fait qu'on perd le gros intérêt de Sagis en sorcier, et ça reste plus un mec au corps à corps avec un petit peu de magie. J'entends bien. Bah écoute Ludo, je te laisse le mot de la fin, parce qu'on t'entend pas trop, tu étais discret finalement. Oui, y a pas de souci. Donc en tout cas, merci de nous avoir écoutés, puis à la prochaine pour du nouveau contenu, reprise car, carnage, peu importe. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao! Allez!